Hello chef, Comment ça va? ça va bien et toi? Tac, Ça attends, va, je monte un petit ça peu va, le nickel. son. Je me mets, hop, tac, au calme, Nickel, nickel. Super. parfait. Je vois que tout est nickel. J'ai été mentionné sur Twitter. Attends, je repartage pour mon petit tweet aussi, comme ça pour envoyer du monde. Tac, 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 nickel. Là, il y a vraiment tous les mails qui partent. Il y a un mail qui part. Il y a le Slack No Code France. Il y a le Twitter. C'est Personne le peut louper spam. Il y a l'info. même Jeff Bezos qui va débarquer à un moment donné. Ça va être incroyable. Là, il va falloir faire une place. Il va falloir qu'il nous parle de tous les sujets qu'il a parce qu'il C'est y a ça, trop de sujets, exactement. Il y a quoi. beaucoup trop de trucs. Alors, mais c'était cool. On était en session avant en Cowork JS et tu vois, je vois qu'il y a des gens qui ont fait la bascule. Donc c'est Trop cool. bien. Hop, j'ouvre Bonjour à mon chat. tous. Salut tout le Oh monde. là là, ça Installez-vous. fait une après-midi de Webflow, c'est top ça. Ça n'arrête pas là. Là, après ça, vous pourrez partir en week-end serein. Vous aurez tout vu toute la semaine. Exactement, ça va Vous envoyer du reposer gros avant. business. Juste après, là, bim, il Exactement. va y avoir ce qu'il faut. Et là, on ne deviendra pas, il doit faire des entretiens annuels. Ah bah, tu vois, c'est la fin Ah, d'année. pas mal, pas C'est mal. les On 4 pays. aime. Trop bien. Ah, top. Je suis content de t'avoir avec moi, avec nous ici. En plus, tu connais bien Butter, tu connais, c'est toi qui m'as recommandé cet outil-là. Donc, vous voyez, si David, Sarah, Liam, Fabien, si on est là, c'est grâce à lui. Ouais, c'est vrai que c'était l'outil qu'on utilisait qu'on utilise toujours en fait chez Uncode School et Ouais, qui est vraiment genre hyper bien parce que je pense que c'est top. du coup c'est hyper cool effectivement de l'utiliser sur la partie live. Moi je voulais leur écrire juste parce que je trouve qu'en fait tu vois le côté arrondi, en fait tu peux pas te retrouver en fait avec pour l'enregistrer, tu es obligé de faire un peu plus de Mm. montage, mais Mm. par contre après vraiment pour travailler, pour faire du bootcamp et tu mets des groupes etc. Ouais. Pour travailler ensemble. Vraiment, l'outil est bien. J'ai pas d'argent, mais si j'en avais, j'en mettrais bien dans lors d'une levée de fonds sur cet outil-là parce que j'y crois beaucoup en fait. Ouais. Parce que je pense que c'est bien vu et en fait, je me rends compte que tu vois, les Teams, les Zoom, les Google Meet, etc., c'est effectivement bien pour la vision one-to-one, mais pour de l'éducation, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Ouais, ouais. Et du coup, d'ailleurs, c'est pas moi qui ai trouvé Butter, hein, c'était Jian. Alors peut-être s'il Ok. y en avait qui Cécile avaient aussi. suivi à l'époque sur Uncode School, c'était elle qui faisait les Martines. En fait, toutes les semaines, Ouais. Martine apprendre le code. Et c'est elle qui avait mis ça parce que je crois qu'à beta.gouv, ils avaient tendance à utiliser un outil comme ça. Ok. Et donc voilà comment ça s'est Goupillé, passé. quoi. Trop bien. Bah, tu vas voir, là, nous, on l'utilise plutôt dans un cadre assez simple. On n'utilise pas encore les breakout sessions, donc pour diviser, etc. On n'utilise pas forcément trop les outils annexes. C'est vraiment un endroit où on se retrouve en live. Ce qui est bien, c'est que les gens, alors en spotlight, ça arrive de temps en temps, mais c'est surtout en session cowork, les gens parlent de vive voix, partagent leur écran. Ouais. Je trouve ça, c'est vraiment pratique. Mais je pense qu'on a encore un usage assez simplifié. Et en effet, on avait discuté un peu avec les fondateurs, enfin, du moins avec je ne sais pas si c'est le fondateur, mais avec une bonne partie de l'équipe du chat de Butter. Et ouais, je leur avais dit, les gars, pour le stream, c'est pas pratique. Mais bon, apparemment, c'est pas trop le sujet pour le moment. Ah ouais. On verra. Ouais, Ouais, bah, je pense qu'ils veulent rester un peu sur leur truc, mais moi je trouve ça hyper cool. Enfin, ce qu'on faisait chez Uncode School, c'est qu'en fait on enregistre les cours qu'on fait. ouais, Pour ouais. ceux qui ont loupé, c'est quand même assez utile d'utiliser ça. C'est assez marrant hein, cet outil-là. En vrai, à part toi qui l'utilise et moi, j'ai l'impression qu'il est Il nobody est, en France, il est ouais. inconnu au bataillon. Mais en vérité, il mériterait d'être beaucoup plus connu parce que je pense que dans plein de cas, ça serait beaucoup plus sympa. Puis, tu vois, toutes les réactions et tout. Enfin, parfois, on pourrait rendre un peu plus fun en fait toute cette C'est ça. visio. Et c'est vrai que on a l'impression que en fait, il y a deux mondes. C'est soit tu fais du télétravail et t'es seul tout, soit sinon t'es en présentiel. Et là, je trouve qu'ils arrivent à remettre un petit peu, à humaniser un peu plus ça. Et bon, encore une fois, c'est jamais parfait, mais entre ça et le métaverse, pour l'instant, je suis plutôt sur ça. Ouais, moi aussi. On avait testé un petit peu, toi, Gazer, mais c'est vrai que c'était moins pratique, surtout pour le replay, des choses comme ça. C'était moins sympa. Et puis, bah, voilà, on arrive quand même à avoir un échange assez structuré avec des gens qui parlent de vive voix, des gens qui parlent dans le chat, donc c'est cool aussi. Et puis, je sais qu'il y en a pas mal qui écoutent aussi d'une oreille pendant qu'ils font autre chose, donc c'est pratique. Mais il y a le côté podcast en fait qui du coup marche bien. Donc si vous faites de la cuisine en fait pendant que vous êtes en train de faire ça, à la fin si vous pouvez nous envoyer une photo, c'est plutôt pas mal. Carrément.
Le chat manque dans le replay. Ouais, le chat manque dans le replay. Ça, c'est un gros point. C'est un gros point. C'est un truc que j'ai remonté avec l'équipe. Voilà, le fait de streamer, même la qualité derrière n'était pas incroyable non plus. Mais ouais, avoir le chat en temps réel, ça, c'est pas top, quoi. Los Verjus, est-ce que ce serait Stanislas? C'est Stanislas Verjus. Stanislas Verjus. Parfait. Bon, bah, installe-toi. C'est mon nom de gang. Installe-toi, Stanislas. Installez-vous, je vais vous faire un peu le programme, le sommaire, et on va pouvoir démarrer tranquillement. On part pour en moyenne 1 heure et quart, parfois 1 heure et demie de discussion, d'échange. On a une trame, une espèce de fil conducteur qui va nous mener voilà, tout le long de cette heure-là. Et je le rappelle, et je vais vous le rappeler plein de fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On rebondira dessus sur le moment ou à la fin. Franchement, ne vous restreignez pas. C'est pas restreindre, genre, ouais, traduction compliquée. Voilà. Allez-y. Allez-y, mettez des questions, posez des questions. Je vous dévoile la trame tout de suite. On va, comme d'habitude, parler du parcours pro jusqu'à aujourd'hui de Milan, comprendre un peu comment il en est arrivé à arriver sur ce live aujourd'hui. Et ensuite, on fera un point parce que vous allez voir à travers son parcours, il a quand même une vision assez ancienne du no-code. Tu as vu quand même beaucoup de choses évoluer. Tu fais de la veille et tu fais de la newsletter dessus depuis quand même très longtemps. Donc, tu vas pouvoir nous parler un peu de toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui, potentiellement aussi, de ce que tu imagines pour l'avenir. Ensuite, on fera un focus sur un profil, un métier que tu as, j'ai envie de dire, démocratisé ou théorisé, qui s'appelle le Product Builder. On va voir à quel besoin il répond, quelle est sa stack d'outils, donc à quel outil no-code il va travailler, ce Product Builder, et donc notamment comment Webflow va venir s'y intégrer. Et puis on fera plutôt un focus sur un autre de tes projets, qui est donc une code school, une formation, un bootcamp pour les product builders. Et je pense que ça peut être intéressant de terminer par ça, par cette vision d'une code school que tu as aujourd'hui et cette vision de comment doivent être les futurs experts, comment doivent être formés, comment doivent être les futurs experts du marché. Yes. Et je pense que ça peut être aussi très cool d'avoir ta petite checklist des notions Webflow à maîtriser pour être vraiment à l'aise rapidement avec Webflow. Donc, ça peut être, je pense, une trame assez intéressante. Je pense qu'on a du contenu pour 1 heure. On va voir. Nickel. Dans tous les cas, on devrait avoir de quoi dire et on pourra repartir sur des questions, etc. Il peut y avoir des questions, on peut dériver à un moment, il n'y a pas de problème, c'est pas très cadré. Écoute, je te propose qu'on commence par ton CV, ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Dis-nous tout. Yes, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, c'est hyper cool. Alors, du coup, effectivement, première question, et ça c'est important, comme ça au moins on va le savoir au début, au niveau de ce live qui fera du coup référence sur ça. Exactement. On dit Milan. Okay. Pourquoi? Donc, petite histoire, mes parents aimaient beaucoup un auteur qui s'appelle Milan Kundera, qui est un auteur tchèque que je vous conseille vivement et qui a écrit des bouquins comme La plaisanterie, La lenteur, etc. et qui sont assez incroyables. C'est un auteur qui est tchèque, qui a dû fuir en fait, ensuite passer donc de la République tchèque en France et qui a appris le français, qui aujourd'hui écrit en français, qui est du coup bilingue et qui probablement écrit mieux qu'à peu près n'importe qui en français. Donc voilà, si vous avez un moment à perdre ou vous n'avez pas encore d'idée de cadeau de Noël, lisez du Milan Kundera. Voilà, c'est fait. Donc on dit Milan Boigard. C'était l'intro, j'avoue, je ne l'ai jamais fait comme ça, mais elle est plutôt bien et c'est fait. Ok, sur la présentation, alors du coup l'idée c'est pas forcément d'être trop long. C'est assez marrant parce que la manière dont j'en suis venu en fait à la technique aujourd'hui, c'était pas vraiment le projet de base quand j'ai démarré. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéressait en fait moi c'était particulièrement en fait les sciences politiques et la philosophie, et globalement ce que j'avais en tête c'était plutôt de faire l'ENA, et donc j'ai beaucoup travaillé en fait pour ça. Malheureusement en fait du coup je suis pas allé au bout parce que j'ai pas réussi à rentrer à Sciences Po Paris, mais pendant plusieurs années en fait c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Bref, et il s'avère qu'en fait, à un moment donné, j'ai suivi finalement, je raconte un petit peu ce parcours-là parce que je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Il s'avère qu'à un moment, j'ai eu une idée d'une application que j'aurais trouvée hyper cool. C'était il y a ça,
j'avais 23 ans, tu vois, j'en ai 33, donc je pense qu'on peut fêter les 10 ans. Il est Et, et j'étais en droit, ça me faisait particulièrement chier en fait d'être en droit, c'était pas très intéressant de mon point de vue, encore une fois. J'étais pas vraiment passionné par ce genre de truc, j'avais envie de faire une application, et la réalité c'est que du coup quand tu as envie de faire une application et que t'es pas développeur, en règle générale, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un pote développeur si tu en as un. Coup de peau, j'en avais un. La réalité c'est que effectivement ce projet n'a pas particulièrement plu. Je peux potentiellement comprendre pourquoi. Et finalement, c'est pas arrivé. Et il s'avère qu'en fait, du coup, je me suis dit, peut-être, est-ce que je peux apprendre en fait tout seul à développer? Et du coup, j'ai commencé, peut-être comme certains ou certaines d'entre vous, à faire ça. C'est que je suis allé sur le site du zéro. Donc, il y a 10 ans, ça s'appelait pas Open Classroom, mais le site du zéro. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé en fait le HTML, le CSS, à apprendre ça, etc. Ensuite, j'ai appris du PHP, j'ai appris du C. Et puis, j'ai commencé ensuite à prendre des clients. Du coup, j'ai fait du WordPress, etc. Et bref, en fait, finalement, je me suis mis à faire du développement informatique. J'aime dire que je suis plutôt un développeur contrarié. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, j'étais pas vraiment là pour faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les projets. J'ai plus une notion, je pense que je suis meilleur, par exemple, sur du produit, en fait, que potentiellement sur de la tech, en fait, à l'origine. Et finalement, j'en suis venu à faire de la tech, non pas par amour de la tech, même si, au final, à force d'en côtoyer, finalement, c'est bien de voir des belles apps bien réalisées. On a du plaisir à faire ça. Mais la réalité, c'est qu'en fait, du coup, j'en suis venu en fait à travailler pour des clients par la suite, et finalement à devenir freelance en réalité, et puis à faire du dev quand il y en avait besoin, donc pour des clients. J'ai gagné ma vie en fait comme ça, plutôt bien gagné, et il s'avère que du coup j'ai également en fait à côté monté deux boîtes. Monter deux boîtes parce qu'à l'époque, en fait, il y avait un sujet qui m'intéressait. Donc, moi, finalement, j'ai terminé par le CELSA, qui est une école. J'ai fait un double cursus entre l'école des mines d'Alès et le CELSA. Et donc, du coup, c'est communication et informatique. Et donc, il s'avère que à l'époque, j'avais rencontré en fait un mec qui s'intéressait également à tout ce qui était digital, et on avait essayé de trouver un peu une idée pour travailler de manière commune sur ça. Et ce qui marchait plutôt bien finalement à l'époque, ce qui marchait bien, ce qui était la grande tendance, hein, c'était les Google Glass. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose en fait qui, ouais, ça commence à remonter pour le coup avec Sergey Brin qui descend en fait pendant la conf avec ses Google Glass. Bref, c'était un délire assez incroyable. Et on croyait vraiment que c'était l'avenir. Et bon, alors je sais pas si du coup effectivement ça commence à revenir un petit peu à la mode, mais bref, c'est avéré pour la faire rapidement, on s'est intéressé à tout ce qui était le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, et dans un premier temps en fait on a donc du coup créé un premier média en fait qui s'appelait Go Glasses, et qui était un média dont l'objectif était de parler en fait de ce domaine-là pour essayer dans un premier temps de s'acculturer au sujet, de construire une communauté et de voir ce qu'on pouvait faire. Et d'ailleurs, je pense que c'est probablement la meilleure pratique en fait que j'ai eue, et finalement que j'ai refait également avec Uncode School. Je n'ai pas monté un business direct, j'ai commencé par essayer de monter une communauté et de voir si c'était un sujet qui intéressait les gens. Donc pour moi, c'est la bonne manière de démarrer un business. Parce que du coup, moi, j'ai pas fait McKinsey ou les trucs du style, et je pense que je sais pas faire non plus des diagrammes dans tous les sens pour savoir s'il faut faire ça. En vrai, si tu as une belle communauté et que tu sais faire des communautés, vas-y, parce que c'est vraiment la chose qui est importante. Et bref, tout ça, on a fini par monter en fait un site e-commerce qui vendait des casques de réalité virtuelle, qui a plutôt bien marché, qu'on a eu la chance de revendre, et qui nous a permis en fait chacun d'aller de son côté. Moi, j'ai repris en fait la partie média, j'ai monté Go Glasses. Derrière, on a eu en fait une agence dans laquelle en fait on faisait à la fois de la partie journalistique en fait, donc c'était vraiment gérer en fait un site web. Il y avait de l'affiliation, il y avait de la promotion, il y avait du c'était un site qui sortait 5 articles par jour quand même, donc ça commence à être un peu costaud quand même, notamment sur un site de niche. Et donc il s'avère surtout qu'on était notamment rémunéré en fait on avait d'autres business models que celui de mettre de la pub, parce qu'encore une fois ça restait de niche. Donc étant donné qu'on avait accès à du matos en avant-première,
que peu d'entreprises avaient. Et ben nous, on faisait beaucoup de B2B en fait, sur de l'événementiel, sur de la location de matériel, et également de la production de matériel, donc de la vidéo 360. Ok. Bref. Donc du coup, bon, c'était assez marrant. Et pour la faire rapide, globalement, c'est quelque chose qui a fini un peu par s'arrêter parce que j'en ai eu un peu marre pour le coup, parce que la réalité, c'est que c'est un domaine qui est très compliqué parce que chaque année, on disait que ça allait exploser et ça n'explosait pas. Notamment parce qu'Apple potentiellement s'est jamais positionné dessus et donc il n'y a pas eu cet engouement et du coup ça restait en fait assez geek. Et la réalité, c'est que le moyen technique pour parvenir à faire des applications dessus était très complexe. Et donc, du coup, moi, il s'avère que tout seul, en gestion de la boîte, je n'avais pas le temps en fait pour développer des trucs. Et encore une fois, j'étais sûrement pas la bonne personne non plus pour faire ça. Et trouver des devs, c'est déjà assez compliqué. On pourrait sûrement y revenir aussi sur la partie no code, mais trouver des devs qui maîtrisent le C#, qui maîtrisent Unity, etc., c'est encore un autre délire. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis dit, j'ai l'impression que la boîte va pas vraiment progresser et on gagnait très bien notre vie, ça fonctionnait très bien, etc. Mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment faire ça encore pendant des années et serrer les fesses avant que ça explose, parce que finalement, on voyait pas le bout du tunnel. Donc c'est un peu compliqué. Il s'avère que, étant donné que la boîte était très rentable, j'ai pu prendre un peu de temps en fait pour moi, pour réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire. Globalement, après, pour la faire rapide, il y a eu le Covid. Et c'est vrai que pendant le Covid, donc moi, entre-temps, ce que j'avais fait, c'est que pour le coup, je faisais pas mal de cours d'informatique en fait. Dessus, je donnais des cours en informatique dans des écoles, notamment à Saint-Plon en fait, sur ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'était Covid. Et en fait, globalement, tu restes pendant 2 mois chez toi. Et quand tu es entrepreneur, 2 mois chez toi, le cul sur une chaise, c'est quand même quelque chose qui est assez flippant. Donc le premier mois, ça a été la dépression complète. Et après, au bout du premier mois, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'essayer de trouver un business, un truc dessus? Je me suis dit, qu'est-ce qui te plaît vraiment? Moi, c'était vraiment l'informatique en fait que j'aimais. Et donc j'ai commencé à regarder ça. Il y avait un truc dont on parlait en fait pas mal à l'époque. Il y avait des gars et des nanas dans leur coin qui faisaient des trucs. Ça s'appelait No Code, etc. Il y avait des outils qui sortaient. C'était un petit peu c'était pas les débuts de Bubble, mais c'est à ce moment-là que Bubble a commencé un petit peu à marcher. Moi, j'avais déjà regardé un petit peu à l'époque. Il y avait Webflow aussi. On commençait un peu à en parler à cette époque-là. Et donc, du coup, j'ai commencé un peu à regarder ces outils-là. Je me suis dit, dis donc, ça, pour le coup, j'arrive à faire des trucs en fait assez ouf, juste avec mon background de dev dessus. Mais c'est quand même bien moins galère que faire du dev. Il y a peut-être un truc à jouer. Et je voyais qu'il y avait un engouement, notamment aux États-Unis. On n'était pas encore en France hyper opérationnel sur ça. Et force est de constater que je me suis dit, et là j'ai refait en fait la même méthodologie que j'avais fait sur la boîte précédente. Je me suis pas dit, je vais monter un business. Je vais monter une communauté et je vais monter une newsletter. Je vais voir si ça intéresse les gens. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, potentiellement ça peut le faire et on verra. Je m'étais donné une deadline, je m'étais dit ça serait bien qu'il y ait au moins 300 personnes sur cette newsletter et comme ça on pourra faire un truc de ouf. Force est de constater que les 300 personnes, je les ai eues en 2 semaines et je me suis dit, il y a trop de trucs à faire. C'est la différence entre un projet qui a l'air cool et un projet qui a de l'attraction en fait. Du coup, et ça a été vraiment génial parce que je me suis dit ok, il y a un truc à faire. Et moi directement, j'ai assez rapidement pensé non pas au business agence, finalement, parce que ayant déjà été freelance, je connaissais les avantages et les inconvénients de ça. Et moi, c'était vraiment la formation qui m'intéressait. Alors, j'avais bien compris effectivement que au niveau de la formation, ça allait être sûrement quelque chose d'un peu compliqué parce qu'en fait, personne ne savait ce que c'était que le no-code. Et du coup, c'est quand même assez galère. Je pense que les gens dans le chat, là, sûrement, il n'y a pas de problème. Il faut se replacer. En fait, il y a quasiment 3 ans, en fait, sur le domaine dans lequel on était. C'était vraiment autre chose. Et donc, du coup, au final, j'avais déjà en tête la formation et notamment le bootcamp. On en reviendra parce qu'après, j'ai monté Uncode School, qui était un bootcamp, une école spécialisée sur les outils no code. Et en fait, ça, j'ai pas pu le monter en fait la première année, ne serait-ce que parce que
les gens ne voyaient pas ce que c'était en fait. Ouais. Donc pendant 1 an, en gros, j'ai pas pu faire ça et j'ai un peu cherché le modèle dessus. Les choses sont en train de bouger aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et globalement, voilà le parcours rapide. Je sais pas si on peut dire rapide. Désolé si complet, le parcours complet. C'est plus ça, le parcours complet. Mais franchement, 1001 vies, j'ai l'impression depuis tes débuts, tu es passé par plein de phases de réflexion, on sent que tu as vraiment un profil entrepreneur pour le coup. Tu es prêt à assez rapidement lâcher un projet, rebondir sur un autre parce que la tendance tu vois, évolue. Et ça, je trouve que c'est une caractéristique qu'on retrouve pas chez beaucoup de monde. La plupart du temps, on a tendance à s'accrocher à son projet et peut-être mourir avec si le projet de mourir. C'est un peu dommage là. Ouais, après, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment voir que. Moi, je considère que la vie, elle est vraiment pas linéaire en fait. Hein. C'est une courbe sinusoïdale et il faut savoir naviguer en fait dans cette incertitude. Et c'est vraiment la question est-ce que tu préfères être salarié ou entrepreneur? Ouais. Bah, c'est la question, c'est est-ce que tu préfères naviguer en fait à voile ou est-ce que tu préfères être transporté dans un yacht, tu vois, c'est pas du tout C'est la même deux chose. vies. Et globalement, je suis plutôt bateau à voile en fait, et dans l'incertitude, j'aime bien faire ça, mais c'est dur pour n'importe quel type d'entrepreneur. Enfin, toi aussi et d'autres qui sont dans le chat. Donc voilà, c'est ça. C'est pas une vie simple, mais c'est la vie qu'on a décidé de mener. Voilà. Du coup, tu arrives dans le milieu du no-code, il y a de ça 3 ans et demi, tu disais à peu près, donc ça fait fin 2018, début 2019. Et en effet, à ce moment-là, c'est l'ébullition, c'est les premières grosses levées de fonds, les premières grosses campagnes de pub, notamment de Webflow. Là, on commence à reconnaître les outils. Je sais plus si... j'ai plus les dates en tête. Alexis nous en avait parlé à l'époque, début du mois, quand il est venu ici en Spotlight. Je ne saurais plus vous dire le nom, mais il me semble qu'à ce moment-là, fin 2018, début 2019, on doit être autour de 200 membres sur le Slack de No Code France. Aujourd'hui, on est à 9000. Donc déjà, vous voyez aussi que sur 3 ans, il y a une évolution colossale. Ça montre bien aussi qu'il y a un intérêt de tous. Je pense personnellement qu'on est encore dans le début de la vague. Ouais, donc voilà, pareil, c'est un marché qui s'ouvre, c'est plein de possibilités qui s'ouvrent. On va revenir là-dessus. Toi, comment tu caractériserais cette évolution? Est-ce que tu la trouves plutôt rapide? Est-ce que tu la trouves peut-être saine, trop rapide? Est-ce que cette concurrence, tu vois, elle est intéressante entre tous les outils? Aujourd'hui, techniquement, je sais pas si on regarde Product Hunt, on a des outils toutes les semaines qui permettent de créer des landings, qui permettent de créer des applications. Est-ce que c'est intéressant d'avoir autant d'outils? Est-ce qu'il y a un écrémage à venir? Voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'écosystème sur les 3 dernières années? C'est assez marrant parce que finalement, la partie évolution des outils no-code, en fait, cette vague-là qui est au début, c'est en fait celle que j'ai complètement retrouvée dans ma boîte d'avant où je parlais réalité virtuelle et réalité augmentée. Tu vois, j'étais vraiment aussi au début de la vague. Donc en fait, je sais pas si je dois peut-être être le plus mauvais surfeur, mais je sais prendre des petites vagues en tout cas pour le coup. Dès le départ, faut voir si ensuite tu es capable de surfer des grosses vagues. Mais globalement, être au début, je suis moins stressé en fait sur ce projet-là finalement. Sur la partie no-code pour la simple et bonne raison que en fait je sais que ça va prendre du temps. Nous on est forcément enthousiasmés par ça parce que on connaît les possibilités, ça fait déjà plusieurs années en fait qu'on est dessus, mais la réalité c'est que on sait très bien que même si on s'enthousiasme et qu'on dit qu'en fait l'année prochaine ça va être l'explosion, c'est juste qu'on va avoir effectivement beaucoup plus de monde et que nous on voit une courbe qui avance, mais encore une fois il suffit de sortir dans la rue et d'essayer de parler en fait de notre métier, la plupart des gens ne vont pas comprendre, tu vois. Donc ça c'est vraiment le sujet. Pour revenir ensuite à finalement ta question en fait sur l'émergence en fait de ces outils là, je pense que Product Hunt est toujours intéressant effectivement à regarder, mais la réalité, c'est qu'il faut voir vraiment les projets s'ils tiennent derrière. Moi, c'est pas la manière dont j'analyse un outil. Si l'outil, vous n'avez pas une communauté, si l'outil, il est là, il est beaucoup trop jeune, si l'outil, potentiellement, il n'a pas levé d'argent, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Hein. De toute façon, à la fin, il y en a beaucoup qui sortent, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont tenir dessus. Il faut savoir analyser un outil.
Product Hunt, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il y a pas mal d'outils, ça permet de regarder ce que ça donne, mais j'ai l'impression que maintenant tout est no code, donc ça aide pas Ouais, c'est un mot vraiment. fourre-tout. C'est un peu un fourre-tout et un buzzword qui est pas Mm, mm. forcément très clair en fait pour les gens. Et en tout cas, ça sera pas ma définition toujours Ok. de ce que c'est qu'un outil no code. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à ta question. Pour le Ça y coup, répond. mais Ça y répond. En fait, je rebondis juste là-dessus rapidement. Tu disais tout à l'heure que dans le milieu de l'AR et de la VR, donc la réalité augmentée et la réalité virtuelle, Apple, ou du moins un gros du secteur, n'a pas sauté sur le sujet. Et donc, potentiellement, le sujet n'a pas explosé aussi à cause de ça. Aujourd'hui, techniquement, on est dans le même état de vague, si on reprend la métaphore avec le no-code. ouais. Pourtant, j'ai l'impression que le sujet prend bien. Tu vois, de plus en plus de personnes de tout milieu commencent à s'y intéresser. Et pourtant, on n'a pas de Apple Ouais. qui parle de no-code. On a un Microsoft, par contre, qui en parle beaucoup. Google aussi un petit peu. Enfin, Ouais. Alors ça s'explique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, l'AR et la VR, le problème, c'est qu'il y avait deux choses. La première, c'est que c'est pas, en fait, c'est que c'est pas facilement accessible. Parce que le souci, c'est que les gens, ils devaient, pour créer une application en fait en AR, VR, franchement, il faut être déjà un ou une dev costaud. Ouais. Et ensuite, deuxième chose, c'est que souvent, il faut un matériel spécifique pour pouvoir développer ça. Donc, il fallait des lunettes, il fallait un casque, il fallait un ordinateur de compétition ultime pour pouvoir créer des expériences, etc. Et ça, c'était des choses qui étaient compliquées à faire. Aujourd'hui, l'essor des outils no-code, que ce soit pour de l'application desktop ou que ce soit pour de l'application mobile ou potentiellement ce qu'on pourrait appeler plus de l'ops, en fait, ça, c'est des choses qui sont directement accessibles. Vous allez sur votre navigateur et ensuite, vous créez un compte et vous êtes capable déjà de faire un premier truc. Et ça, en fait, on n'a pas eu ça sur la R et la VR. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que sur la R et sur la VR, il avait besoin d'un gros parce que du coup, on était obligé d'acheter, en fait, dans un premier temps, des devices. C'est ça qui était important. Là, aujourd'hui, globalement, tout le monde a un ordinateur. Et ce qui fait finalement l'émergence de ça, et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin finalement tout de suite d'un Google, d'un Amazon et d'un Apple, c'est pour la simple et bonne raison que en fait, il y a des communautés qui se sont créées. Il y a des communautés assez fortes qui ont commencé à émerger. Tu vois, on parle de No Code France, et ça a fait émerger effectivement des potentialités sur ces outils-là. Mais si tu regardes bien en fait sur ces différents GAFAM, en fait, Microsoft, ils ont la suite Power Platform. Power Apps, ouais. Apple, on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai décidé d'en parler plus l'année prochaine parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Ils ont Shortcut. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, Shortcut, c'est un peu leur Zapier à eux. Et pour l'avoir testé sur des use cases un petit peu plus complexes que juste rappelle-moi quelle heure il est. Tu vois, vraiment avec des requêtes HTTP sur des trucs compliqués, à l'utiliser avec du N8N sur d'autres trucs. Et ben globalement, Shortcut, c'est très très cool. On n'en parle pas assez et en fait, on peut faire des dingueries avec ce truc-là. J'ai fait un petit live là-dessus, c'était intéressant. Un tout petit live qui montrait comment sur ton iPhone tu pouvais te créer un petit widget, un petit raccourci pour ouvrir directement une prise de notes. Toi, tu penses à un truc, tu dis tiens, il faut que je pense à une idée de vidéo. Hop, je cliquais dessus, je notais dans mon Shortcut et ça m'envoyait dans mon Notion. Et tu vois, finalement, ça, c'est un scénario tout simple, make, raccourci et Shortcut et Notion. Un peu plus simple. Mais je trouve que ça permet d'avoir un lien vraiment encore plus sur du concret, du wearable, en fait, des choses qu'on peut avoir tous les jours sans avoir à ouvrir son ordinateur ou quoi. Et en effet, Shortcut avait aussi eu une grosse phase de buzz avec les attestations de sortie qu'on pouvait générer à la volée. Lugo qui avait fait ça à l'époque, c'était assez smart de leur part. En fait, ils avaient fait un truc comme ça, c'était assez malin pour les attestations de sortie. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et en fait, c'est des choses qui peuvent vraiment potentiellement intéresser des gens parce que en fait, on n'est pas tous derrière un bureau. Il y a des gens qui sont vraiment en mobilité et qui ont besoin, en fait, parfois d'avoir. Ils ont que le smartphone à disposition. Et je pense que aujourd'hui, Shortcut est très clairement sous-évalué par rapport aux possibilités qu'il y a. Après, je ne sais pas si Apple, ils ont des projets pour ça et si le truc va évoluer parce qu'en fait c'est une boîte qu'ils ont rachetée, donc je sais pas trop où ça en est de ce côté là, mais voilà. Et puis Amazon, ils ont un truc qui s'appelle Honeycode aussi qui est leur plateforme no code pour
pour créer. J'avoue pas avoir trop testé pour le coup. Mais donc les gros, ils ont déjà quelque chose, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence, c'est finalement les communautés qui sortent en fait, qui choisissent eux-mêmes les outils qu'ils ont envie de voir émerger. Et donc, c'est pour ça que finalement, les gros ne sont pas nécessairement aux commandes de ce mouvement ou de cette évolution des outils no-code. Je pense aussi, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, que mine de rien, le Covid a également apporté beaucoup. Les gens étaient chez eux avec du temps et donc avaient aussi du temps à consacrer à de l'apprentissage. Potentiellement, il y avait des business qui étaient en jeu et donc il fallait trouver un moyen de rebondir très vite avec des sites web, avec des applications, avec des automatisations, etc. Et du coup, le mouvement no-code a été porté par ce besoin rapide de réagir et que tout le monde puisse réagir. Et le no-code était la solution la plus adaptée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y a eu une coordination si tu veux, les courbes, elles se sont croisées. Il y a deux courbes qui se sont croisées. Il y a une première courbe, effectivement, qui est sur le Covid et sur le fait qu'en fait, on se rend compte que le télétravail, on n'a pas le choix, on va devoir en faire et que beaucoup des outils qu'on utilise au quotidien ne sont pas vraiment pensés pour du télétravail et ne sont pas du tout agiles en fait pour passer par exemple d'un business physique à un business en ligne, etc. Et les gens ont besoin de bouger rapidement et d'avoir des outils flexibles. Et la réalité, c'est que probablement en fait au moment du Covid, on s'est rendu compte que la plupart des outils qui étaient utilisés, c'était pas OK pour changer un business du jour au lendemain. Et ça, c'était la première des choses. Et la seconde, c'était que ça s'est également coordonné avec une évolution de l'informatique qui justement en fait était mature à ce moment-là. Il y a effectivement l'émergence du cloud, le développement des API. Encore une fois, franchement, les API, moi, c'est le premier truc en fait que j'ai découvert parce que sur mon premier projet, en fait, je devais utiliser des API et la réalité, c'est que je ne comprenais pas du tout ce que c'était qu'une API. Et il y a 10 ans, en fait, c'était pas documenté comme ça. J'étais tombé sur l'API de SoundCloud parce que c'était un projet dans la musique que j'avais. Mais franchement, je comprenais rien du tout. Je voyais pas ce que c'était un JSON. Enfin bon, c'était complexe, mais c'était fascinant. Et donc ça, du coup, tu vois, cloud, développement des API, des navigateurs aussi, parce que c'est quand même, entre guillemets, pas assez nouveau. Mais il faut se souvenir qu'il y a encore de ça quelques années, et ça existe encore, les logiciels, ça s'installait sur l'ordinateur. On ne se crée pas un compte sur un navigateur, d'accord? C'était juste pour naviguer sur Internet, effectivement. Donc aujourd'hui, le bureau, en fait, finalement, tu as un ordinateur, mais en vrai, tu pourrais rester que sur Chrome et tu peux tout faire avec ça, tu vois. Et également, l'émergence de techno-web, tu vois, le fait qu'il y ait eu le développement de React.js, de Vue, de Node.js, etc., qui ont fait que c'est des techno-web qui étaient assez flexibles, ça a permis l'essor d'outils no-code qui, pour le coup, ont vraiment participé à l'essor technologique de ces outils-là qui n'auraient pas pu avoir lieu si jamais il n'y avait pas eu cette coordination-là. Et puis le dernier point, c'est surtout qu'il y avait une question en fait d'offre et de demande sur le fait que des devs, il n'y en avait pas assez sur le marché. On pourra dire ce qu'on veut. Les bootcamps de code, il y en a sûrement des très bien. C'est pas le problème. Mais la réalité, c'est que le code, pour en avoir fait, c'est un délire. Il faut être dedans. C'est absolument incroyable. Mais si tu n'es pas câblé pour ça, on ne peut pas faire en sorte que 30% de la population en fait, française sache coder. En fait, c'est trop difficile. Alors, de connaître un petit peu de HTML, CSS, why not, tu vois, et ça, c'est clairement possible. Mais aujourd'hui, de savoir vraiment coder, de faire de l'algorithmie, etc., tout le monde n'est pas câblé pour ça. Et c'est pas grave. Sauf que, effectivement, les outils no-code ont proposé finalement une abstraction de cette vision scripturale des outils no-code. Et c'est hyper intéressant parce que nous, en termes d'apprentissage, finalement, alors ça, c'est peut-être un peu une réflexion un peu générale sur la vie, mais je pense que la manière d'aborder l'expérience d'un outil quel qu'il soit, le fait de commencer par des images, c'est quelque chose en tant qu'humain qui nous est beaucoup plus accessible. Et je pense qu'en fait, la coordination de tout ça a permis de faire en sorte qu'aujourd'hui, les outils trouvent un intérêt auprès d'une communauté et surtout un intérêt très concret sur ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on a appelé à tort avant et ce qu'on appelle aujourd'hui, je pense que ça a vraiment du sens, la transformation digitale des entreprises. Parce qu'en fait, elle n'a jamais vraiment eu lieu, cette transformation digitale des entreprises. Acheter un logiciel, c'est pas ça vraiment transformer l'entreprise.
parce qu'on a bien vu que c'était pas suffisant en période Covid. Tu vois, donc je pense qu'aujourd'hui, avec ces outils no-code, la transfo digitale des entreprises, et c'est pas juste de la Startup Nation, d'accord, des entreprises de France, PME, TPE, tout le et monde, quoi. ces outils no-code vont permettre ça. Donc, c'est vraiment comme ça que je pense que le Covid a fait exploser ça, parce qu'il y avait les bons paramètres au bon moment, en fait, pour le coup. Ok. Je trouve que c'est vraiment cette abstraction-là qui a vraiment permis à tout le monde de se lancer et de ne pas effrayer la personne qui n'est pas forcément à l'aise avec un ordinateur, et du coup de permettre à tout le monde. Enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec les outils comme Scratch, par exemple, qui permettent désormais à des enfants. Donc, on amène cet environnement no-code à un public encore plus jeune, encore moins adapté, enfin moins adepte des outils, des ordinateurs, des tablettes, etc. Et là-dessus, je trouve aussi que Apple le fait très bien alors ça s'appelle Playground, si mes souvenirs sont bons, qui permet d'apprendre du Swift avec des tout petits challenges, des tout petits exercices, et qui sont, alors, on tape du code techniquement, mais étape par étape, on fait bouger un petit personnage qui est sympa, et je trouve que c'est pareil, un bon moyen de faire entrer la génération future dans ces moyens de penser-là, parce que c'est une manière de penser quand même, le milieu du web. Et je trouve qu'en effet, cette attraction technique-là par l'image, comme tu disais, elle permet vraiment de passer tout le monde, qu'on soit mécanicien. Enfin, je le vois dans la formation, on a des gens qui sont en reconversion, qui étaient mécaniciens, qui étaient dans l'administration, qui étaient dans plein de domaines qui sont vraiment loin du web, et qui aujourd'hui se lancent et par ces outils-là arrivent à créer. Donc, c'est quand même un moyen d'avoir digitalisé même tout le monde assez puissant. Exactement, ouais, Scratch, Mathilda, il y a Playground pour apprendre le Swift, et à Scratch, je me souviens l'avoir fait en 4e, et ma mère, qui est institutrice de CE2, le fait en ce moment. Donc, vous voyez, pour des CE2, elle montre du Scratch, donc c'est vraiment des blocs qu'on va venir emboîter en disant quand tu appuies sur telle touche, alors le bonhomme il se déplace de 3 cases, etc. On est sur des choses très basiques, mais au moins on commence à comprendre le si alors, etc. C'est le MIT qui a développé ça. C'est un outil de dingue que je vous recommande d'utiliser si vous avez des enfants. Voilà, et d'ailleurs, petit aparté sur ça, je crois qu'il y a un outil sur Webflow qui s'appelle Blocks ou Block, qui est développé en fait à partir de Scratch, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Weblocks. Weblocks, ça permet de faire du JavaScript en ayant la même interface que Scratch. Donc, c'est vraiment des blocs qu'on va venir intégrer, et on voit tout de suite si le bloc correspond ou non. Et en fait, on peut apprendre comme ça le JavaScript. On a le code qui se génère automatiquement. L'outil est hyper intéressant. Je n'ai pas forcément trop testé en profondeur, voir si tous les cas d'usage étaient possibles, mais pour ceux qui souhaitent démarrer, je vous retrouverai le lien, je vous le mettrai juste après. Du coup, là, on a parlé beaucoup de l'avant no-code, enfin, du moins de comment on arrive au no-code, comment on se lance dans le no-code. Et là, j'aimerais bien qu'on aille plutôt sur la partie métier. Une fois qu'on est formé, une fois qu'on est adepte d'un outil, comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui recherchent des profils? Quels sont les profils recherchés? Et comment on en vient à créer un métier comme le product builder? Parce que je sais aujourd'hui que par exemple, quand je parle de la formation, quand je parle de Webflow, je le vends comme un outil. Maîtriser Webflow, c'est comme maîtriser Photoshop. On peut être très bon sur Webflow. C'est pas parce qu'on est juste très bon sur Webflow qu'on sera le meilleur freelance du monde. Là où on va devenir un très bon freelance, en venant combiner ces expertises-là, en alliant du Webflow avec du JS, en alliant Webflow avec du design, etc., où on va aller sur des prestats beaucoup plus complexes. Et du coup, c'est là où je me dis, bon, quelle entreprise a besoin de quoi? Comment on rentre dans une entreprise avec du no-code? Comment on trouve des missions freelance avec du no-code? Voilà, quels sont les profils aujourd'hui? Ouais, pas mal de sujets, donc n'hésite pas à me relancer si jamais j'oublie des choses pour le coup. La question, c'est qu'effectivement, j'ai vu durant ces 3 dernières années beaucoup de personnes qui se sont focalisées sur un outil. À raison d'ailleurs, parce que la plupart des temps, du temps, c'est ce qu'on a vu, c'est surtout du Webflow, du Bubble et notamment du Make. En fait, c'est, on va dire, quand même les 3 outils qui ont beaucoup fait parler de ces derniers temps. Et pour la simple et bonne raison que ça valait le coup, en fait, et Airtable aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est effectivement, il y a un gros truc. Et voilà, je parle pas de Notion parce que je suis pas convaincu. On pourrait vraiment avoir ce débat si c'est un outil no-code, donc je le mets pas dedans.
Et du coup, effectivement, on a vu l'émergence en fait de communautés dessus et surtout des boîtes qui shippaient des fonctionnalités de manière très très rapide. Donc en fait, aujourd'hui, pour devenir expert sur un outil, il fallait certes y passer du temps et puis en plus, il y a beaucoup de choses en fait qui se passaient dessus. Donc c'est vrai que c'était normal que les personnes arrivent et se concentrent sur un outil. La réalité, c'est qu'en fait, quand tu arrives en entreprise, on ne te demande pas d'être le spécialiste d'un outil. Alors, pour un freelance, potentiellement, ça peut être bien de manière ponctuelle, du coup, d'avoir une expertise dessus. Mais ensuite, globalement, par contre, en entreprise, demande d'être quand même un peu plus généraliste. En tout cas, quand tu commences sur quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je te disais au départ, j'ai parlé un petit peu d'ENA ou de philosophie, etc. Parce que finalement, au début, j'étais pas vraiment dans l'informatique et c'était vraiment plus les mots qui m'ont intéressé. Et j'ai voulu revenir un petit peu à ça parce que, en fait, je voyais plein de mots qui arrivaient. Du no-code ingénieur, du no-code maker, du développeur no-code, développeur Bubble, développeur Webflow. Et bref, j'en passe et des meilleurs parce que je crois que je m'étais fait une liste en fait de tout ce qu'on disait. Il y a vraiment des gens qui ont des capacités de trouver des nouveaux trucs qui sont assez incroyables, j'aurais jamais pensé. Et donc, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème parce que déjà, on ne voit pas où on va. C'est-à-dire que parfois, pour des intitulés différents, c'était des postes qui étaient les mêmes. Et parfois, si tu as le mauvais nom, tu peux aussi mal recruter. Je te donne un exemple. Par exemple, j'avais eu cette discussion notamment avec JD Smack, qui est une entreprise qui est assez connue dans le domaine de la vidéo, et eux ils font énormément en fait, c'est hyper intéressant ce qu'ils font, et ils utilisent énormément d'outils no code en fait en interne, et eux ils cherchent des no code ingénieurs. Et j'avais eu cette discussion en fait avec Florian qui était très intéressante. C'est que je lui dis, moi je suis pas ingénieur. Et donc, du coup, j'avoue qu'à première vue, je n'irai pas vraiment regarder. Il y a marqué no code, mais il y a marqué ingénieur. Et du coup, est-ce que ça veut dire que tu recherches en fait des ingénieurs dessus? Alors que la réalité, c'est que tu vois, moi j'ai le profil pour rentrer dans ce genre de boîte. Mais vu que je suis pas ingénieur, est-ce que ça veut dire que du coup je vais être moins bien payé? Ça veut dire qu'ils vont pas regarder en fait mon profil. Et du coup, je trouvais que c'était un problème de ce point de vue-là, parce que si tu nommes mal le métier ou autre, et ben le souci c'est que finalement tu peux louper en fait des bons profils. Et en plus de ça, l'objectif c'est vraiment de mettre une cohérence sur ce métier, en se disant c'est pas que des outils, ça s'inscrit également en fait dans un parcours d'une entreprise qui aurait besoin en fait à un moment donné d'utiliser ce type d'outils. Et en fait, du coup, j'ai essayé de me dire quels pourraient être les bons termes potentiellement anglophones en fait qui pourraient marcher dessus. Et tu vois, Maker, je l'ai opposé à Builder pour la simple et bonne raison que Maker, alors là je suis vraiment regardé en fait sur les définitions en anglais ou autre, mais Maker, il y avait des choses qui n'allaient pas dedans. Le problème de Maker, c'est que déjà il y a ce côté artisanat pour le coup qui est certes intéressant. Tu vois, par exemple, un chef étoilé, ça pourrait être un Maker. Mais par contre, le problème de ça, c'est qu'il n'est pas capable de faire des plats entre guillemets à l'échelle. Entre guillemets, c'est que lui, il sert max 20 couverts dans son truc étoilé, c'est stylé, etc. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, les outils no-code, on ne voulait pas juste que ça soit un petit truc qui finalement soit de l'artisanat, mais quelque chose qui soit build justement, alors qui est plus du domaine en fait de l'immobilier, et quelque chose qui soit justement scalable. Et il y avait vraiment ce côté immobilier, j'aime bien parce qu'il y a ce côté un peu gros bloc, tu vois, que tu mets ensemble et qui fonctionnait bien finalement sur ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglais qui disent to build a website, tu vois, par exemple. Donc, en fait, c'était juste le terme que les Anglais utilisaient. Donc, builder, en fait, c'était OK. Et on aurait pu juste simplement dire builders. Sauf que c'était pas très clair, en fait, builders pour moi, parce que déjà, en anglais, builders, ça a vraiment un gros lien avec l'immobilier. Donc, c'était pas forcément très clair. Et je trouve que ça avait vraiment du sens aujourd'hui d'intégrer dans cette stack produit, donc toute cette partie product management en fait. Et je trouvais que ça avait beaucoup plus de sens de faire ça, parce que autant
les PM, leur taf, c'est d'être PM, donc ils n'ont pas le temps de faire des outils. Et les devs, leur taf, c'est d'être dev. Et par conséquent, ils n'ont pas vraiment le temps de faire du produit. Et je trouvais qu'il y avait finalement un entre-deux assez intéressant en se disant, qu'est-ce que c'est ? Le product builder, c'est le ou la personne qui va maîtriser un écosystème d'outils no-code pour répondre à des besoins produits en entreprise ou en tant que freelance. Okay, et donc, ce n'est pas une personne qui maîtrise juste un outil, c'est une personne qui maîtrise une stack d'outils. D'accord ? On pourra probablement reparler ensuite de cette stack par la suite. Je trouvais que ça avait beaucoup plus de sens parce que vraiment, cette vision produit, je ne voulais pas qu'on réduise en fait les personnes qui font des outils no-code à des geeks. Tu vois ? Évidemment, moi aussi je suis geek et toi aussi. On est obligé de le dire à notre audience. On est. Mais la réalité, c'est que en fait, avant tout, ce qu'on a envie, c'est de résoudre des problématiques. Et pour le résoudre, je trouve qu'il y a une méthodologie qui était la méthodologie produit, qui est hyper intéressante. Alors le souci de ça, c'est qu'effectivement, après, on m'a dit, tu es en train de faire un mouton à 5 pattes. Alors justement, après, il faut rentrer un peu dans la granularité. Effectivement, en se disant, mais attends, mais c'est du coup une personne qui est capable en fait de tout faire. Non, parce que du coup, un product builder, c'est pas un PM et c'est pas un développeur non plus. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les étapes de ton produit en entreprise, tu auras besoin de cette personne, puis à un moment donné, tu auras besoin peut-être d'un développeur en fonction du contexte et des cas d'usage que tu vas avoir. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de développer en fait ce concept-là de product builder, parce que ça me semble être celui qui, au regard en fait des différentes offres d'emploi et de ce que je remarque depuis 3 ans, est le profil qui aujourd'hui correspond à ce que les entreprises en fait recherchent aujourd'hui. Je voulais pas que ce soit quelqu'un d'essentiellement technique en fait. Je pense qu'il y avait un souci sur ça. Donc voilà. Donc, c'est la pierre angulaire qui viendrait à amener le no-code dans les process d'une entreprise, même dans l'entreprise de manière générale, qui serait capable d'arriver et de venir repenser, que ce soit de l'automatisation, que ce soit la partie site web, la partie application, et qui viennent vraiment relier le tout et construire, pour le coup, là, c'est là où on retrouve la logique de builder, construire un écosystème entreprise avec cet écosystème no-code. Ouais. Alors, il faut voir aussi où ça s'intègre, parce que si tu es une toute petite boîte, c'est vrai que potentiellement, ce qu'on appelle en fait le ou la product builder, c'est une personne qui va être quand même assez généraliste en fait et qui du coup va faire beaucoup de choses. Mais bon, ça c'est parce que tu es une petite boîte. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans les petites boîtes, le PM en fait, il est à la fois PM, plombier et tout ce que tu voudras en fait, et assistant du CEO, pourquoi pas, César perdu. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Et après, dans des équipes qui sont un peu plus constituées, l'idée en fait, c'est d'intégrer des profils comme ça qui justement vont arriver pour fluidifier soit les opérations, soit des éléments et des briques d'un projet technique. Par exemple, on peut très bien imaginer que tu es des développeurs qui s'occupent du back-end et que toi, derrière, en fait, tu es juste à requêter au niveau des API et qu'en fait, tu t'occupes du front. Tu vois, on peut très bien imaginer qu'en fait, c'est quelque chose qui soit intéressant dessus. Donc, ce ou cette product builder, et vraiment, depuis tout à l'heure, j'essaye vraiment de aussi féminiser ça parce que je pense que c'est hyper important et c'est une des visions en fait qu'on a chez Uncode School. Et je pense que voilà comment va arriver en fait ce ou cette product builder en entreprise pour le coup. Ok. Je suis assez confiant et assez d'accord sur ce besoin-là. On le voit de plus en plus. Les besoins, enfin, il est quand même très très rare d'avoir un besoin qui répond que par un outil. Du coup, le fait de devoir maîtriser cet écosystème-là devient essentiel et c'est là où le product builder prend tout son sens. Et du coup, quels sont les outils ? Tu disais que les product builders peuvent intervenir sur différentes approches, différents besoins. Est-ce que le product builder type a une stack d'outils et puis on peut être un product builder spécialisé, je sais pas, Ops par exemple, ou un product builder. Comment ça, voilà. Quel stack d'outils tu attribuerais à un product builder ? Alors, ça va être, c'est la question qui est la plus difficile parce que en fait, avec l'évolution des différents outils, j'ai pas envie d'être péremptoire. Et en même temps, il faut bien proposer quelque chose en fait pour y arriver. En réalité, en 2023, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de matérialiser un carrière pass plus clair
sur ce que peut faire, enfin en tout cas une V0 ou une V1 de ce que peut faire un ou une product builder. Mais globalement, je dirais qu'en tout cas, la stack de base, si aujourd'hui tu veux être product builder, elle est de 4 ordres. Tu dois avoir en fait un outil qui fait de la base de données, un outil qui gère de l'API, un outil qui gère du front et un outil qui te permet de documenter. Et ensuite, ça c'est la stack globale. Tu as vu, c'est hyper agnostique en fait sur ça. J'ai pas cité un outil ou un autre. Et en fait, ce que j'imagine pour l'instant, je veux pas réinventer la roue. Je veux vraiment essayer de partir en fait ce qu'on a et notamment en fait des dimensions des dimensions produits en fait qui existent ou des dimensions dev, c'est-à-dire développeur junior, développeur middle ou développeur senior, etc. pour voir en fait comment ça se passe. Et donc, on pourrait très bien imaginer que dans cette stack d'outils, il y a des stacks en fait plutôt junior, des stacks middle, et ensuite des stacks d'expertise. Enfin, en fait, le senior, pour moi, c'est pas c'est ce moment-là où tu acquiers de l'expertise, parce que l'expertise, c'est pas juste être bon sur un outil, c'est que ça fait des années que tu es dans un écosystème et ça te permet d'avoir une vision globale, en fait, pour le coup. Et après, ce côté senior, tu tombes vite dans le côté manager. Donc, je pense qu'il y a que 2-3 strates, en fait, qui sont possibles, finalement. Tu vois, pour moi, un product builder senior +++, en fait, en règle générale, ça devient vite un manager, tu vois. Il est plus dans il est product builder manager. Alors, à voir comment ça va aller. Encore une fois, faut pas trop... je rentrerai pas dessus. Mais donc, du coup, si on arrive, en fait, sur ces outils, base de données, API, front et outils de documentation, bon, je pense que toi, je pourrais même t'interroger pour dire, du coup, en junior, tu mettrais quoi, par exemple, en base de données? Tu as plusieurs trucs qu'on pourrait trouver. J'irais sur du Airtable, mais c'est le plus simple, Airtable. Voilà, Airtable, ok. Tu pourrais potentiellement avoir du base row aussi dessus. Que je connais moins. Ok, très bien. API, tu mettrais quoi dedans sur du junior? Un outil qui permet de faire de l'automatisation, du coup. Ouais, c'est ça. Qui fasse le lien entre l'automatisation. Ouais. Alors là, il y a deux approches. J'ai tendance à dire que Zapier est plus simple à prendre en main, mais l'effort à faire sur Make est beaucoup plus rentable, puisque les possibilités sont beaucoup plus grandes. Donc j'aurais tendance à dire que si on a le temps et qu'on a l'envie de se lancer là-dedans, il faut plutôt aller sur du Make. Exactement. Alors, j'ai la même approche que toi. Moi, Zapier, pour le coup, c'est un outil que j'ai creusé pendant longtemps au début, parce qu'en fait, il n'y avait que eux. Et après, le fait d'avoir mis un Make, moi, je suis d'accord avec toi. Ça vaut le coup vraiment si tu veux vraiment faire ton métier, de faire l'effort, en fait, qui n'est pas un effort de malade mental en vérité. Je reste assez sceptique là-dessus, parce que quand même, mine de rien, tu arrives du milieu du dev, j'arrive du milieu du design. J'ai quand même une approche... comme on disait, assez geek, etc. Donc, je comprends ces logiques-là. J'ai fait un tout petit peu de dev également. Mais c'est vrai que quelqu'un qui arrive de la mécanique, quelqu'un qui arrive de l'administration, tu le mets face à Make, c'est quand même un effort. Alors, je vois Alex qui est avec nous. Je ne sais pas si c'est Alexis Kovalenko. Peut-être qu'il pourra aussi nous en parler de cette différence de complexité qu'on peut avoir. Mais je trouve que Zapier, ils te prennent beaucoup plus la main dans cette phase-là de connexion. Alors, regarde, ça c'est un déclencheur, voilà ce que tu dois faire d'abord, trouver le compte, l'action, etc. Alors après, encore une fois, il y a aussi deux approches. C'est que dans Make, il y a vraiment ce côté visuel où tu vois en fait Je l'ai montré à des potes qui étaient, du coup, étant donné que j'ai fait du droit au début, j'ai quand même pas mal de potes qui sont avocats, magistrats, commissaires ou autres, et j'ai montré à ces gens-là qui connaissent. En règle générale, c'est quand même pas les mieux équipés en termes techniques, et ils me disent, on aime bien voir ces petites bulles en fait qui bougent. Et je trouve qu'en termes d'expérience utilisateur, Zapier, au-delà du fait qu'après, quand tu as commenté t'as connecté ton Twitter, je trouve que en vérité, c'est aussi de pousser un peu plus loin. Mais bon, je suis assez d'accord. Du coup, sur la partie junior, ok, API, Zapier, Make. Et ensuite, en front, tu mettrais quoi? Je dirais, ça va aussi dépendre du besoin, mais sur un front web, je dirais du Webflow. Ouais. Après, sur de l'application, ça peut être du Bubble, ça peut être. Il existe d'autres systèmes que je connais trop peu, mais du Glide, qui existe également. Il y a pas mal d'options. Mais ouais, pour du junior, là encore, Webflow, il y a une courbe d'apprentissage, mais ça vaut le coup après. Alors, du coup, on peut avoir plusieurs choses. Moi, j'ai une approche Webflow aussi, qui est une approche technique, parce que je considère en fait que si tu as envie vraiment d'être product builder et que tu as envie de faire ton métier, ça peut valoir le coup vraiment de t'investir en fait sur du Webflow, parce que il y a beaucoup de
il y a beaucoup d'apprentissage incroyable chez Webflow, que tu vas faire dans ton apprentissage, que tu vas pouvoir réutiliser sur d'autres outils. On y viendra après. Je pense que ça, c'est hyper intéressant. Mais sinon, on peut voir quand même, il y a du software qui fait vraiment bien son taf en fait, sur ça, notamment si tu as testé en fait du Airtable dessus. C'est quand même des choses qui sont assez intéressantes. Donc, des outils type software, ça peut avoir le coup. Ok, très bien. Donc, on a défini en fait ce que c'était qu'une stack junior. Très bien. Maintenant, stack. Alors, stack junior, moi je dis c'est entre 0 et 1 an. En vrai, si tu fais vraiment ça en full time, 1 an, tu commences à avoir un niveau, on est correct, tu vois. Au bout d'un an, tu peux vraiment avoir quelque chose. Très bien. Ensuite, le côté un peu plus middle. Donc, on reprend. Base de données, tu mettrais quoi? J'ai envie de dire qu'Airtable d'aller loin, mais si on doit citer un autre outil, je dirais sur Xano. Ouais. Bah, moi, c'est pareil. Pour moi, pour le coup, on passe un autre step en fait qui est vraiment Xano en fait sur du back-end. Donc en fait, au bout d'un an, un an et demi, tu vas avoir fait non pas le tour, mais tu te diras j'ai envie d'aller sur des trucs un peu plus costauds, etc. Et tu vas voir qu'en fait, la réalité, c'est que Airtable, je suis pas convaincu. C'est certes une base de données relationnelle, mais je pense qu'eux, ils ne se voient pas comme un outil de back-end, en fait. Eux, ils veulent garder, en fait, vraiment leur outil à eux. Donc, effectivement, ils permettent de sortir de la donnée, mais je ne pense pas leur vision n'est pas aller sur un outil back-end, et vraiment d'avoir un outil all-in-one. Et tu regardes, en fait, ce qu'ils ont. Ils ont data automation et interface. Et donc, du coup, ils ne se voient pas vraiment comme un outil back-end. Et je pense que Xano est, du coup, l'outil en mode product builder, alors middle, intermédiaire, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, et l'outil qu'il faut regarder. Très bien. Au niveau de l'API, moi, je pense que vraiment, Make permet d'aller très très loin. En vérité, c'est cool. Je pense que ça peut être cool de le mixer avec potentiellement du N8N aussi, et de le mixer avec potentiellement du Parabola, etc. Je pense que c'est à ce moment-là, en tant qu'intermédiaire, que tu vas commencer à te poser des problématiques que tu ne te poserais pas probablement en tant que junior. C'est où sont mes données? Qu'est-ce que j'en fais? Pour quel type de client je commence à travailler? Est-ce que c'est important ou non? Tu vois, tu vas commencer à avoir des logiques qui vont être un peu différentes de ce qu'on t'a en tant que junior. Ok. Au niveau du front, alors moi je pense que Webflow, là tu peux aussi t'envoyer un truc Rocket to the Moon avec cet outil, mais je pense qu'un outil par exemple de vision, je pense qu'en fait en intermédiaire il faut avoir une vision plus décuplée, headless. Headless, ça veut dire que vous découpez votre front et votre back-end. Et là je pense qu'un outil par exemple comme WeWeb est hyper bien. Et ce qui est génial, et moi c'est vraiment le truc auquel je crois en fait avec Uncode School, c'est que si tu as développé en fait des skills en Webflow, passer sur WeWeb, ça va pas non plus être, en tout cas en termes d'apprentissage front, ça va pas être un truc non plus où tu vas avoir une marche énorme à taper. Pour le coup. Et tu auras déjà normalement des méthodologies. Tu vas voir que l'architecture, c'est pareil, c'est des divs qui vont dans des divs. Donc globalement, tu vas t'y retrouver. Tu as ces notions de flexbox, etc. Je sais pas s'ils ont encore les grids d'ailleurs, mais enfin bon, bref, tu vas retrouver dans un environnement en fait que tu connais. Et je pense que justement cette vision headless convient bien à quelqu'un qui va avoir un niveau intermédiaire pour le coup. Donc voilà ce qui se passe. Alors on n'a pas parlé de la documentation. La documentation, tu as un outil comme NCScale, mais sinon globalement la doc, soit vous le faites dans l'outil, soit sinon il faut avoir une streamline en fait sur Notion. C'est pour ça que je ne le mettais pas vraiment en outil Notion. Je pense que c'est un outil qui vient aider sur la documentation sur des outils no-code, mais c'est pas parce que tu es capable de faire une page web partageable qui est sympa que tu as fait une web app, tu vois. Je pense que du coup il faut mettre et encore Notion, moi je passe ma vie dessus, donc c'est pas pour descendre, mais je pense qu'il faut savoir le mettre à l'endroit où il doit être mis en fait. Et ensuite, pour terminer, la partie Product Builder Senior, je pense que là il va y avoir plusieurs alors excuse-moi, juste je reviens. Je pense qu'il va beaucoup jouer en fait sur le Career Pass, notamment sur junior, middle et senior. C'est les questions d'autonomie aussi, pour le coup. Quelqu'un qui est intermédiaire va du coup être par exemple autonome du coup sur la partie junior et peut-être un peu moins autonome sur la partie headless. Une personne qui sera senior sera à la fois autonome sur la partie junior et sur la partie headless.
Cette question d'autonomie, elle a aussi beaucoup d'importance sur toi en tant que freelance, ou sinon quand tu arrives dans une entreprise, de savoir si tu vas devoir te faire manager par quelqu'un de plus senior ou non. Donc ça, il Ok. y a un intérêt. Et je pense qu'en tant que senior, ensuite, tu vas développer certes une expertise sur l'écosystème et probablement une expertise aussi sur l'outil, parce qu'il ne faudra pas non plus, en fait, on ne va pas le mettre de côté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les outils vont devenir tellement complets et complexes qu'il faudra forcément choisir une branche à ce moment-là. Mais je pense que ça n'arrive que du niveau senior et que choisir cette expertise dès que tu es junior, pour moi, le risque, c'est que ça pourrait te fermer des portes par Ouais, la bien suite. sûr. Parce qu'en fonction des projets que tu vas avoir, si tu dis je sais juste faire du Airtable, je sais juste faire du Webflow, etc. En fait, oui, parfois Webflow c'est génial, parfois Airtable c'est génial, mais en fait, c'est pas suffisant quand tu veux construire un produit, quand tu veux construire un projet. Ouais. Donc, c'est pour ça que je pense que l'expertise, elle est vraiment au niveau du senior de mon point de vue. Alors, désolé, ça a duré pas mal de temps, mais Non, en non, vrai, je pense que cette c'est. discussion, elle est importante à avoir sur qu'est-ce que fait un product builder aujourd'hui, en fait, en entreprise ou en tant que freelance, en fait. Quel profil tu dois avoir. Mais c'est important, c'est bien, ça fait comme une bullet point, tu vois, de notion de, OK, qu'est-ce qu'on mettrait à tel niveau, dans tel cas, etc. Je trouve ça assez intéressant. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que ces notions-là de junior, middle ou senior, ça s'applique vraiment au profil plutôt qu'aux besoins, tu vois, techniquement, même si le profil, il sait faire tu vois, du WeWeb, du Xano, etc., peut-être que l'entreprise, à date, elle n'a pas forcément besoin d'aller sur du web du Xano, mais peut-être qu'un Webflow Airtable conviendrait parfaitement. Par contre, la personne, c'est un ou une product builder de niveau middle, mais le besoin réel, il est à un niveau à Ah oui, une oui. échelle Non, inférieure. c'est plus en termes de montée de compétences que je te D'accord. disais. Ah C'est oui. pas, Ah c'est oui, pas oui. juste la stack. C'est-à-dire que Ouais. au début, tu es sur une stack, on va dire, entre guillemets, plus abordable, qu'on a cité Ok. en tant que junior. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, il faut que tu ailles en tant qu'intermédiaire sur des outils qui sont plus Ok. complexes, qui vont te permettre d'aller plus loin. Mais ça veut pas dire que tu es backé en mode, je suis désolé, moi je suis product builder Ouais, bien middle, sûr. je ne sais plus faire du Airtable, tu vois. Enfin, Non, non, c'est ouais. pas ça. Mais c'est juste que je pense qu'effectivement, parler de Xano à quelqu'un qui a jamais entendu de ce que c'est qu'un back-end, une API, qui sait pas ce que c'est que du JSON, globalement, le gonze, tu vas le perdre. Donc, Ouais. du coup, l'idée, c'est juste de monter en compétence sur ça. Et voilà, un petit peu là, c'est mes réflexions C'est bien, non, mais sur le carrière c'est. pass en fait que j'ai. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins l'idée, c'est que ça commence à poser, je pense, des jalons de ce Ouais. qu'on attend en fait en entreprise. Mais c'est important et c'est bien, je trouve, parce que finalement, aujourd'hui, on est sur des nouveaux secteurs, des nouveaux métiers. Et c'est compliqué de se dire aujourd'hui, est-ce que je suis débutant, est-ce que je suis intermédiaire, est-ce que je suis expert? Et ça, c'est quand même une grosse question de. Je sais que Lilian Sevouillon l'avait pas mal relevé un petit peu sur le Slack de No Code France, mais c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'un expert no code? À quel moment on peut déterminer qu'on est expert no code? Et là, le fait que tu donnes des paliers comme ça, de OK, mon objectif, c'est de product builder, je maîtrise tel stack, je peux me considérer comme de tel niveau. Et si je monte en compétence et que je vais sur tel stack, je vais passer à ce niveau-là. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve dans tous les autres métiers, notamment, enfin, on va faire le parallèle avec le métier du développement. Et dans le no-code, on n'avait pas cette structure-là. Et c'est essentiel. Donc, tu vois, c'est important, je trouve, de donner comme ça ces jalons. On verra ce que ça donne. Je pense qu'il va y avoir plein en vérité, il va y avoir plein de dénominations concurrentes et Ouais, bien chacun va sûr. vouloir y aller en fait de sa dénomination. Mais je trouve que si quelqu'un développe une dénomination, il faut qu'à un moment donné, tu proposes en fait quelque chose qui soit clair pour les recruteurs et les recruter et savoir à quoi s'attendre en fait. Ouais. Pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et mon objectif, c'est à la fois de potentiellement aider à structurer ces outils pour savoir un peu où est-ce que tu les places et dans quel type de stack tu les places et à quel type de niveau. Et ensuite, de voir comment est-ce que tu peux aider ces recruteurs, ces recruteuses à. Je sais pas si ça se dit recruteuse pour le coup, bref. Et peut-être, on va dire que ça se dit. On va Et dire que ça se dit. bref, les RH, en tout cas, à trouver les bons profils et que les entreprises elles arrivent à savoir. Et soit j'ai besoin d'un freelance, soit j'ai besoin en fait effectivement d'un salarié, mais quel type de niveau pour quel type de projet en fait pour le coup. Et je pense que ça sera peut-être plus simple. Et d'ailleurs, je vois un peu cette map qu'on fait avec les outils, genre ça c'est juste base de données, ça c'est juste machin, c'est juste pour les API, ça c'est B2B, B2C. On pourrait faire aussi un paysage avec des logos sur
par niveau. Ça, au début, tu peux commencer par ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ça pourrait aussi potentiellement aider la communauté pour ceux qui démarrent en fait sur ça. Et merci. Souvent, ils viennent par deux, mais là, j'ai l'impression que c'est tout seul. Mais c'est vrai que souvent, on me demande, j'aimerais me lancer dans le no-code, mais je cherche une formation. Et du coup, je leur dis, c'est très bien, il y a plein de choses dans le no-code, mais du coup, qu'est-ce que vous voulez faire avec le no-code ? Et voilà, on a cette cartographie de ce qui est possible à faire dans le no-code. Et en effet, cette sous-cartographie de commencer par ça. Donc, j'ai choisi, moi, mon truc, c'est les sites web, comme par quoi je commence, où je démarre, etc. Ou alors, mon truc, c'est vraiment d'accompagner les boîtes sur une approche plus globale comme le Product Builder. Ok, voilà, il faut démarrer avec cette stack d'outils. Aujourd'hui, donc, tu as créé Uncode School, qui a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Qui a globalement vraiment 1 an, même si ça fait 2 ans que je bosse chez moi. Ok, c'est vrai qu'il y a un gros sujet à bosser, tu vas pouvoir nous en reparler plus précisément. Aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, le Uncode School, donc la formation à laquelle j'ai assisté par intermittence, forme à du Bubble, du Make, du Webflow, et je crois que c'était tout, il n'y avait pas un quatrième ? Airtable, peut-être ? Alors du coup, effectivement, à l'époque, on avait fait aussi un petit peu de Airtable et on avait fait du Notion, mais on avait surtout en fait fait également 2 points qui étaient importants. Du produit. Qu'est-ce que c'est que le produit en fait, d'avoir des cours de produits. Et donc dedans, d'ailleurs, on avait introduit du Figma aussi pour comprendre comment ça fonctionne pour le coup. Et on avait introduit, alors on n'en a pas encore parlé, également une partie code. Oui. Pour la simple et bonne raison que, en fait, désolé, j'ai une mauvaise ou une bonne nouvelle, parce qu'en vrai, c'est cool, mais il faut avoir des notions aujourd'hui de code si tu veux être un peu sérieux sur les outils no code, même en tant que débutant. Je pense que c'est pas toi qui va me dire le contraire, parce qu'avec ta formation init, alors déjà en plus vous êtes parti sur du JS maintenant pour effectivement gagner en expertise sur ça, mais même au début finalement les notions de base à apprendre sur Webflow sont juste simplement des notions en fait de HTML, CSS classiques. Et ça, si tu connais pas ça, tu comprends pas ça, tu pourras mettre des carrés dans des carrés, etc. sur des trucs, mais tu l'as pas. Et c'est du coup, par exemple, ce qui m'a manqué un petit peu sur Bubble, c'est que l'outil est incroyable, mais finalement, ça t'enlève en fait toutes ces notions tech et je trouve que l'outil, il est absolument formidable, mais c'est un peu prendre un raccourci parfois, et je trouve que repartir après avoir fait du Bubble sur d'autres outils, parce qu'il y a aussi d'autres outils pertinents en fonction des projets qui sont du Bubble, qui sont du WeWeb, qui sont plein d'autres types d'outils. On n'a pas cité Flutterflow aussi, mais on pourra en discuter sur ça. C'est plein d'outils qui utilisent cette arborescence HTML, CSS, qui utilisent déjà aussi des bonnes pratiques qu'on pourrait potentiellement retrouver sur Bubble aussi. Tu vois, cette question de Flexbox, bon, ça, effectivement, Anthony le dit aussi en bootcamp, on avait fait des regex aussi. Effectivement. Mais c'est vraiment un point hyper important d'avoir cette notion de code et d'avoir des bases solides. Donc, qu'est-ce que ça veut dire du code ? Ça veut dire du HTML, du CSS, du JavaScript. Alors, de mon point de vue, on n'est pas obligé de démarrer, en tout cas, sur la partie interaction en JavaScript. Donc, ça, je pense, tu vois, genre du jQuery et tout. Pour moi, alors, jQuery, pour le coup, c'est vrai que Webflow, ils sont dessus, mais on est quand même sur un... On essaie d'éviter, pour jQuery, pour TypeScript, le coup. Mais bon, effectivement, c'est plutôt d'autres choses qu'il faudrait, d'autres technos qu'il faudrait choisir. Mais là, c'est plus, je verrai le JavaScript plus sur algorithmie et manipulation de données, parce que ça va vous faire comprendre en fait, du coup derrière ce qu'il y a sur des API, ce que c'est qu'une API, comment est-ce qu'on peut requêter ça et comment qu'est-ce que c'est que du JSON et comment est-ce que ça fonctionne et c'est quoi une boucle, c'est quoi une condition, c'est quoi un opérateur, etc. Ça fait partie des choses en fait qu'il faut absolument savoir. Et je pense que ça, c'est des notions en fait qu'on a mis dans le bootcamp, et ça, pour le coup, qui sont complètement conservées. Parce que, alors, c'est pas parce que je viens du
c'est pas parce que je viens du dev et que j'ai absolument besoin de montrer que je sais dev. C'est plus parce que ça me semble complètement indispensable pour comprendre les sous-jacents et être tout simplement bien meilleur ensuite sur les outils no-code parce que tu sais ce que tu fais et tu sais ce qu'il y a derrière. C'est vraiment la logique web qui est à comprendre, pas forcément le langage en lui-même au démarrage, mais au moins la logique, quoi. C'est vrai que comme tu disais, une div dans une div dans une div, techniquement, tout le monde pourrait le faire. Par contre, comprendre pourquoi on fait ça, quel impact a cette div-là sur celle-ci, pourquoi on met des classes, pourquoi on travaille en JS si on a des besoins plus spécifiques, ça c'est vraiment des choses, au début c'est de la logique, et une fois qu'on a la logique, on va apprendre à l'écrire. Souvent c'est ce qu'on fait quand j'ai des questions dans les challenges, enfin pas forcément dans les challenges, mais dans des moments de cowork, etc., qui sont des moments de FAQ. Je crois que c'est avec Sarah, on l'avait fait, ou peut-être avec quelqu'un d'autre, je ne sais plus, Émilie peut-être bien. Où en gros, elle avait une problématique et on se disait, OK, juste si on réfléchit en français, ta problématique c'est ça. Si on fait ça, alors on a besoin de faire ça, puis on fait ça, puis on fait ça, et ensuite on retranscrit en code. Et en fait, c'est là où on montre que c'est vraiment la logique qui est le plus important et que derrière, mine de rien, le no-code, c'est une abstraction de la technique, mais qu'au moins en avoir la connaissance ou rien que la connaissance, sans forcément savoir le parler couramment, l'écrire couramment, pour le coup, on peut déjà aller très loin. Et après, en effet, il y a des besoins. Moi, je le vois aujourd'hui, tous les sites Webflow que je fais ou que je rencontre, ils ont à un moment une petite ligne en JS, un petit script, un petit truc pour une fonctionnalité spécifique. Mais tu vois, je le vois même parce que j'ai testé en fait dernièrement. Je pense que comme la plupart d'entre vous, GTP3 en fait et le chat en fait sur l'intelligence artificielle. Et donc du coup, j'ai fait un peu de code dessus pour voir un peu ce que ça donnait. La réalité, c'est que même ça reste quand même intéressant de savoir de savoir en fait entre guillemets coder ou en tout cas comprendre la logique web, parce que j'étais capable de relire le code et de savoir si c'était OK ou non par rapport à ce que j'attendais dessus. Donc parfois de reformuler. Et puis encore une fois, poser une bonne question, c'est un skills aussi. Et pour poser une bonne question, il faut savoir quels sont en fait les inputs que tu vas attendre, quels sont les outputs que tu dois attendre de tel code. Et ça, je pense que savoir lire du code et savoir le comprendre, c'est quelque chose que tu vas pouvoir ensuite adapter à ton projet. Donc, c'est important d'avoir ces notions-là et même d'avoir je pense de la culture web. Si tu sais pas ce que c'est qu'une interaction client-serveur, t'as pas compris comment fonctionne le protocole HTTP, on te demande pas d'être ingénieur, mais juste de comprendre comment ça se passe et pourquoi il y a des systèmes d'erreur en fait quand tu as des API, comment est-ce que ça fonctionne. Moi, alors encore une fois, ça se discute, mais ça me semble être absolument primordial si tu veux être sérieux sur les outils no-code de connaître ça. Ok. Et donc ça, c'est ce que tu veux retransmettre avec Uncode School, du coup, qui a déjà eu un batch. Ouais. Un batch ou deux? Un seul. Non, il y a eu, pour l'instant, il y a eu effectivement un batch. Donc, c'était au début de l'année dernière. On a pris pas mal de temps pour revoir ça. Et on va pas se le cacher. Tous ceux qui sont dans la formation aujourd'hui, la réalité, c'est que on est tous très motivés. On a tous des très bonnes idées et on voit des gens qui arrivent à trouver du taf et qui font des belles choses après nos formations. La réalité, c'est que l'État français, en fait, nous suit pas nécessairement et qu'aujourd'hui, en France, ce qui se passe, c'est que globalement, quand on veut faire une formation, on aimerait bien que ça soit financé, alors que aujourd'hui, c'est très difficile en fait de choper du CPF, du Pôle emploi, etc. Et donc, c'est des choses, on n'est pas une équipe de 250 non plus chez Uncode School, donc ça rend les choses un petit peu compliquées. Et la réalité, c'est qu'au niveau du présentiel, la réalité, c'est qu'au niveau du présentiel, c'est pas toujours facile de trouver du monde non plus qui est dispo 2 mois. Je pense que 8 semaines est un bon. C'était ce que j'avais déterminé. En fait, 8 semaines, c'est un bon moment finalement pour progresser en fait sur ça. Je crois que dans le chat il y a Anthony, donc normalement il pourra potentiellement en témoigner de ce qu'il avait réussi à faire durant le bootcamp. Et donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui nous on a eu pas mal de demandes en fait chez Uncode School sur la partie également en ligne aussi. Donc pour 2023, globalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va proposer en fait d'autres formats avec des bootcamps hybrides, du en ligne en fait aussi pour ceux qui en ont envie de se former. Et moi, je lâche pas en fait le présentiel. J'attends juste que ça soit vraiment prêt parce que encore une fois, le présentiel, on peut pas aujourd'hui proposer des tarifs qui sont
qui sont trop bas, tout simplement parce que derrière il y a une équipe à payer, parce que les locaux ça coûte très cher aussi. C'est une autre expérience, et encore une fois dans la formation, et c'est ça qui est intéressant et qui m'intéresse en fait avec le projet Uncode School, c'est que la formation c'est pas un truc linéaire. C'est pas un truc sur lequel tout le monde est à l'aise avec tel type de formation ou tel. Juste une formation particulière. Il y a des gens, ils préfèrent être chez eux, tranquilles pour apprendre. Il y en a d'autres, ils ont besoin qu'on leur prenne par la main en présentiel. Il y en a d'autres, ils veulent de l'asynchrone. Ils sont tout seuls, paf, ils captent vite, ils vont sur la communauté, ça comprend, etc. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, une bonne école, ça doit proposer divers formats en fonction des personnalités qu'il y a. On apprend tous de manière différente, et c'est ce que j'aimerais pouvoir proposer en fait sur Uncode School pour 2023. En fait, c'est des formats qui correspondent à la manière dont tu as envie d'apprendre à devenir product builder et à aider en fait la transformation digitale des entreprises, quoi. Si je devais le pitcher vraiment en 2 phrases, ce serait ça, quoi. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tout à l'heure, tu nous parlais de comment on rentrait dans le milieu du code, tu vois, qu'il fallait vraiment se lancer dedans, s'immerger, et que c'était comme ça qu'on rentrait dans la logique du développement et de l'apprentissage du développement. Et en fait, ce format-là de 8 semaines en présentiel, c'est 8 semaines où tu rentres, tu as un projet, où tu as une idée en tête de où tu veux aller. 8 semaines après, tu as échangé avec les autres membres de la formation, tu as échangé avec des enseignants, tu as monté un projet. En fait, tu as vraiment baigné dedans, tu l'as vécu matin, midi, soir. Et du coup, il y a cette notion de transformation même de l'humain, elle est quand même encore plus présente. Là où, en effet, une formation en ligne, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que je regarde les stats sur Teachable, mais je ne sais pas du tout combien de personnes ont fini la formation Init, ont tout vu de A à Z, et je suis convaincu que c'est le cas pour toutes les formations en ligne. Les gens, au début, vont suivre ça de manière assidue parce que l'envie est là, parce que le besoin peut être là. Et puis, on a un moment, peut-être un décrochement, parce qu'on a une première mission qui arrive. Et du coup, on se lance dessus directement. Ou parce qu'on a des éléments de la vie qui nous empêchent de continuer la formation. Et du coup, c'est aussi compliqué de finir cet apprentissage-là jusqu'au bout. Et du coup, je trouve que ce format-là de présentiel, en effet, il est compliqué à mettre en place, parce qu'on a plein de contraintes administratives, comptables, etc. Mais par contre, il vaut clairement le coup. C'est un truc. Moi, c'est mon modèle favori, et c'est celui que j'ai envie le plus de mettre en place. Mais il faut aussi trouver les bonnes personnes, parce que moi, j'appelle ça bootcamp. Et en fait, bootcamp, c'est dérivé d'un terme militaire, en fait, à la base, pour le coup. Et c'est un moment intensif dans lequel, normalement, du coup, les militaires s'entraînent. Et globalement, un bootcamp, chez Uncode School, et c'est ce que j'avais dit à toutes les personnes qui étaient là, on envoie la sauce. Et donc, du coup, c'est intensif. Et en réalité, moi, tu vois, j'ai fait une prépa, en fait, juste après le bac. Et intensif, ça veut dire que tu es vraiment au taquet dessus, et c'est difficile, quoi. Tu te lèves le matin, tu es fatigué parce que tu as bossé tard le soir, et tout ça pendant 2 mois. Et en fait, à un moment, tu n'es peut-être plus vraiment habitué, et c'est pas forcément le plus simple. Donc, il faut trouver aussi des gens qui ont envie de s'investir pendant 2 mois en mode je suis full time. Et ça va ramener quelque chose derrière. Et ceux qui l'ont vraiment bien fait dans le bootcamp Uncode School, aujourd'hui, je crois, et je peux m'avancer en fait sans trop de difficultés pour dire qu'ils ont trouvé du taf après, ils ont carrément remboursé leur formation, et aujourd'hui, en fait, ils ont tout simplement changé de vie. C'est ça. Mais par contre, tu peux pas avoir 100% de réussite non plus, parce qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement prêts à aussi mettre cet effort. Et c'est pour ça que je trouve que peut-être aussi avoir à son rythme, en ligne, avec peut-être un coaching ou un suivi, peut-être que ça correspond aussi à d'autres personnalités qui veulent apprendre différemment. Donc voilà. Mais c'est sûr que le présentiel, il y a ce côté physique dans lequel on voit des gens. Et c'est vrai que pendant le Covid, on n'a pas vu grand monde. Donc c'était quand même un gros truc. Ça fait du bien de se retrouver. Ouais, c'est ça. Ok, excellent. Je trouve ça très intéressant, cette vision que tu as. Et du coup, c'est vrai que quand on voit un peu le panorama aujourd'hui français des formations ou des établissements de formation, il y a quand même 2 approches. Une approche en ligne,
comme contournement ou moi, ou alors une approche plutôt en présentiel, comme le fait par exemple Otto, comme tu le fais également, comme le font d'autres acteurs également. Et finalement, le fait de vouloir relier les deux comme tu veux le faire, en ayant une partie en ligne, du contenu en présentiel, c'est la manière la plus judicieuse de permettre à tout le monde de se lancer et d'accéder à ces profils-là de product builder. D'autant que en fait, l'un peut se nourrir de l'autre, c'est-à-dire que tu vois, sur du présentiel, la réalité, c'est qu'en fait, le fait d'avoir du en ligne, typiquement, tu vois, tous les cours qu'on faisait en ligne, ils étaient enregistrés sur du Butter. Donc, tu pouvais aussi les retrouver le soir. Donc, en fait, tu peux faire des paliers dessus. Tu peux même avoir du en ligne où peut-être tu te vois 1 ou 2 jours par semaine sur du présentiel pour des besoins techniques. Donc, en fait, l'un peut être hybride, tu vois, il n'y a pas chacun de son côté. Enfin, moi, en tout cas, dans la vision que j'en ai sur Uncode School, les deux vont se nourrir sur ça. C'est plus en fonction des formats qui vont être proposés par la suite. Mais je suis assez d'accord avec toi qu'à moins d'être vraiment déter, le côté peut-être décrochage sur de la synchrone, sur quelque chose qui est très long. Encore une fois, c'est les stats qui parlent. C'est pas nécessairement facile, et je pense que les gens viennent juste chercher des points un peu particuliers. Je sais pas s'ils viennent chercher forcément un métier à apprendre en asynchrone. Ça me paraît peut-être un peu ambitieux. Ça serait trop bien. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que je trouve vraiment que c'est ça. Quand tu te formes à en asynchrone ou alors en ligne, du moins, tu te formes à un outil, et quand tu te formes en présentiel, tu te formes à un métier. Et c'est ça, enfin, les écoles aujourd'hui, elles permettent de faire ça. Quand tu vas dans une école, quand tu te déplaces sur des lieux, que tu suis des cours pendant 1 an, c'est pour te former à un métier. Si tu décides de te former qu'à un outil spécifique, tu n'as pas forcément besoin d'aller suivre des cours pendant 1 an dans une école, etc. Donc, c'est vraiment 2 approches différentes. Et ça, il faut que ce soit très clair dès le début. Parce que, en effet, si tu t'attends à te former qu'à un outil et que tu vas en présentiel, tu peux trouver la chose très dure et, comme tu disais, décrocher, pas forcément être intéressé derrière. Et donc, tout le monde ne se reconvertit pas. Et de la même manière, si tu apprends à faire un métier complet et que tu te lances dans une formation en ligne, ça peut être déroutant parce qu'à la fin, tu vas te dire, mais là, il me manque des choses, je n'ai pas l'impression de correspondre pleinement au marché, et ça peut être frustrant. Carrément. Aujourd'hui, si on termine, le temps, on a 1h20. J'en profite pour dire également de vive voix, si vous avez des questions, c'est le moment. On va y répondre dans quelques instants. Donc, n'hésitez pas à les poser avant qu'on se quitte pour le week-end. Si tu devais donner, en faisant un focus là sur Webflow pour le coup, si tu devais donner des notions sur lesquelles il fallait vraiment focaliser son énergie quand on démarre avec Webflow, lesquelles ce seraient? Lesquelles tu décides d'axer en premier quand tu démarres avec Webflow? Ouais, c'est une super question parce que c'est des choses que je me suis posées vraiment dernièrement, vu que effectivement il y aura également, alors pas à un niveau aussi avancé que toi sur Webflow, mais sur Uncode School on forme aussi à Webflow. Et en fait, l'idée c'est que Webflow c'est l'outil, mais il y a des points qu'il faut ressortir qui sont hyper intéressants. Et pour moi, il y a 3 points qui me paraissent être intéressant à voir. C'est panneau de gauche, panneau de droite. Et donc, du coup, il faut comprendre ce que c'est que le HTML. Tu n'es pas obligé de coder, mais comprendre ce que c'est qu'une architecture. Si ça, c'est pas OK de ton côté, ça va être compliqué. Donc, tu dois absolument comprendre ce que c'est que l'architecture. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est que le CSS, tu dois avoir des bases. Encore une fois, on ne te demande pas de savoir coder en CSS. Mais si tu ne comprends pas ce que c'est que les positions, si tu ne comprends pas ce que c'est que le sizing, si tu ne comprends pas ce que c'est que la flexbox, ce que c'est que la grid, ce qu'ils peuvent apporter. Encore une fois, pas forcément pour aller sur le panneau de droite. Là, si on rentre un petit peu sur le technique, on se fait un peu plaisir là, sur Webflow. Et là, tout en bas, tout ce qui est blending, transition, etc. Ça, à la limite, c'est plus de l'avancée. C'est pas vraiment hyper important. Mais tu vois, qu'est-ce que c'est qu'une combo classe? Comment tu peux t'en servir? Ça, c'est vraiment les points importants. Et le dernier point, c'est une méthodologie. S'il vous plaît, méthodo. Faire un site sur Webflow, en vérité, vous allez y arriver allez, si tu suis init, en 2 semaines, t'es calé, t'as fait ton site, tu vois. Mais est-ce que tu l'as fait de telle manière à ce que lorsque tu reviens dessus dans 3 mois, t'es capable de le recomprendre, et lorsque tu transmets ton site, la personne qui le récupère dise je suis désolé, je suis obligé de refaire le site, je ne comprends pas en fait ce qui a été fait. Et ça, c'est le vrai sujet. C'est ce qui va se passer en fait dans les prochaines années. C'est que dans les prochaines années, des outils, il va y en avoir
peut-être de plus en plus. Je pense que le marché va vraiment se consolider et donc il va y avoir quelques outils phares qui vont ressortir. Et donc, il va y avoir plein de produits qui vont être sortis sur des outils no-code. Mais la question, c'est ce qu'on ne va pas se retrouver dans quelques années avec des produits qui n'ont pas été faits de manière méthodologique et des trucs complètement pétés et qui vont pas fonctionner et qui, du coup, vont pas vraiment servir notre métier. Parce qu'on va dire, bah ouais, mais attends, les mecs qui font du no-code, ils font n'importe quoi. Alors, je vous rassure, j'ai fait du dev. Il y a plein de devs qui font aussi n'importe quoi. Donc voilà, mais là, il n'y a pas en dessous du dev, donc ça va être compliqué. Donc, vraiment, la partie méthodologique, c'est un truc hyper important. Alors, ici, avec Théo, on a un peu une vision qui est différente. Toi, tu es plutôt sur la vision BEM. Moi, je suis plutôt sur la vision client first. C'est bien, justement, qu'il y ait un peu cette diversité aussi. Mais quoi qu'il se passe, choisissez l'un ou l'autre, mais choisissez une méthode. Parce qu'au moins, c'est clair quand on va arriver dessus et documenter. C'est vraiment le truc. On n'a pas envie de le faire, mais c'est tellement important. Faire un site, c'est facile. Documenter, c'est hyper dur. Parce qu'en fait, vous allez devoir voir la durée de ce que vous allez faire. Et donc, vraiment, c'est ça. Les bases du HTML, les bases du CSS et la documentation. Ça, vraiment, si tu sais ça, tu démarres sur Webflow de manière carrée, correcte. Et ensuite, tu apprendras avec Init tout ce que tu as besoin de savoir sur les petites transitions, les petits trucs qui vont bien pour devenir une star. Mais ça, c'est après, pour moi. C'est top parce que vraiment, ça fait partie. C'est pour ceux qui ont fait Init, là, j'en reconnais déjà quelques-uns ici. C'est ce qu'on retrouve dans les fondamentaux, finalement. C'est maîtriser la structure, maîtriser le style, maîtriser le responsive. Et puis après, on a des notions qui sont plus abstraites, le positionnement, les unités, le layout, donc flex, block, inline block, grid, etc. Et une fois qu'on a ça, OK, on démarre sur Webflow et on construit. Donc là-dessus, je te rejoins complètement. Et je rebondis juste sur le fait que tu disais, en effet, si un outil, par exemple, comme Webflow, permet de faire autant de choses et que personne ne structure ça, finalement, dans un instant T, au démarrage, tout le monde faire plein de choses, c'est un écosystème fabuleux. Ça se trouve, dans un an, tout le monde aura créé des sites pourris parce que la structure n'est pas propre, parce que le SEO est mauvais, etc. Et du coup, ça va nuire à la marque également. Et c'est pour ça qu'on voit la Webflow University. C'est OK pour apprendre à utiliser Webflow, mais c'est également pour apprendre à structurer la création web pour tous ceux qui démarrent dans la création web avec du no-code. Il y a Airtable aussi qui a une grande librairie de contenu. Il y a Zapier également qui a pas mal de contenu là-dessus. Enfin, on voit tous les outils qui essaient de cadrer la construction sur leur écosystème. C'est en train de venir, mais... Alors moi, je vais mettre un petit bémol à ce que tu dis. Je trouve que justement, la plupart des académies, et même Webflow, dont je suis hyper fan, parce que moi, étant donné que je vous ai dit que j'étais geek, ça m'arrive, il y a des soirées, je me regarde en fait des vidéos Webflow parce que c'est plus fun que Netflix. Hein. Donc du coup, je suis vraiment très geek dessus et ça je le reconnais. Mais moi, je trouve que Webflow, la plupart du temps, en fait, ils proposent pas de méthodologie en particulier. Et tu regardes, en fait, à chaque fois, ils font un petit POMK, ils mettent une div, ils la renomment jamais, et en fait, ils font juste leur fonctionnalité à l'intérieur. Et la réalité, c'est que quand tu es débutant, du coup, tu fais ce genre de truc, et en fait, encore une fois, j'imagine il y a des pros en fait aussi peut-être ici dans le chat, donc c'est pas une problématique, mais aujourd'hui, ça me semble être une vraie problématique. Justement de regarder que des vidéos comme ça dans lesquelles il n'y a pas de méthodo. Tu sais, effectivement, ça te donne les potentialités, les possibilités de l'outil, donc c'est bien, mais moi je pense que juste se former sur une Webflow Academy, je pense que aujourd'hui c'est cool pour découvrir l'outil, mais pas pour vraiment devenir bon dessus. Il faut faire d'autres formations. C'est pas OK. Non, je suis entièrement d'accord. C'est surtout sur ces vidéos one-shot où ils expliquent une fonctionnalité. En effet, là, ils prennent le focus sur la fonctionnalité plutôt que sur la méthodologie. Et ils ont des mini-séries Figma ou Webflow, etc., qu'ils ont fait notamment en janvier dernier. Vous savez, les 21 jours pour créer son portfolio, etc. Et du coup, là, ils venaient plus loin sur de la méthodo. Mais par contre, à ce moment-là, Client First n'était déjà pas autant présent, et donc du coup ils n'en parlaient pas forcément, ils ne parlaient pas forcément de la méthode BEM, ils allaient sur une méthode plus classique. C'est vraiment pour des premiers utilisateurs. Et en effet, derrière, si on doit aller structurer d'autant plus, je vois notamment Fabien qui parle de Atomic Design System, donc là c'est encore un cran au-dessus, c'est vraiment penser le site de manière globale dès la maquette pour ensuite leur basculer sur Webflow. Ça, c'est sur des sites plus avancés, sur des niveaux d'expérience un peu plus importants. Et comme on avait cartographié tout à l'heure
tu vois, ce niveau junior, ce niveau intermédiaire et ce niveau expert, pour moi, en effet, le niveau junior, le plus important, c'est qu'ils comprennent que chaque classe a l'objectif d'être réutilisée. Et du coup, on doit nommer, on doit structurer ça. Après, qui nomme avec une méthode de M, qui note avec une méthode de Client First, peu importe, il peut nommer ça comme il en a envie, tant que lui, au moins, il comprend qu'il va pouvoir le réutiliser plus tard. Ça, c'est l'approche junior. L'approche intermédiaire va aller plus loin, va comprendre que l'intérêt, c'est de collaborer, ou du moins de pouvoir reprendre les projets plus tard dans le temps ou avec quelqu'un d'autre. Et du coup, là, il y a un besoin de structurer et d'avoir de la lisibilité dans ce qu'on est en train de nommer, de ce qu'on est en train de créer. Et du coup, là, il y a une approche BEVM, Client First. Et ensuite, là, il y a un niveau d'expertise où on pense le projet de manière un peu plus globale. On sort du simple style guide, on sort d'une logique de nommage relativement classique. Et là, on va aller sur des composants, alors, pas des symboles, mais c'est vraiment des composants, donc des atomes, des molécules, des composants à part entière, des organismes qui vont nous permettre de structurer notre site web et donc de structurer et donc de gagner du temps. Pardon. Et ça, je trouve que c'est 3 niveaux. C'est au début, on démarre, on construit, on a compris le HTML, enfin le panneau de gauche qui sert au HTML, le panneau de droite qui sert au style, et on pense à nommer. Et ensuite, ok, on structure mieux, on stylise mieux et on nomme mieux. Et ensuite, voilà, on avance. Et c'est comme ça qu'on va gagner en flexibilité, mine de rien, et puis en temps, parce qu'on va réutiliser de plus en plus. Donc, c'est très intéressant. C'est des sujets, je pourrais en parler pendant des heures, mais vous savez, je suis passionné de Webflow. Non, je pense que tu as vraiment raison encore une fois, sur cette approche. Pour moi, tu vois, YouTube, c'est bien, ces trucs-là, mais en fait, ça propose pas. Si en vrai, aujourd'hui, tous les produits, ils étaient faits avec ce qu'on voit sur YouTube, c'est le bordel intersidéral. Et du coup, c'est pas OK. Il y en a beaucoup qui choisissent, en fait, et qui disent oui, mais moi, c'est bon, j'ai pas besoin de me payer une formation. Pour le coup, YouTube, il y a plein de trucs. C'est vrai que YouTube, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs aussi de très bonne qualité. Hein. Regarde au moins sur le code, vous pouvez aller voir Free Code Camp, hein, qui font des trucs vraiment gratos et hyper bien. Mais la réalité, c'est que c'est difficile de trouver des formations qui vous apprennent à la fois à penser écosystème et à la fois à penser méthodologie. C'est quelque chose qui est plus problématique. YouTube, c'est comment faire telle fonction. Et bon, du coup, c'est pas mal, mais on voit pas si cette fonction-là, la manière dont c'est fait, s'intègre bien dans l'écosystème que toi, tu as travaillé. Et donc, en règle générale, moi, je crois que le vrai problème qu'il va y avoir en fait dans les prochains mois et les prochaines années, c'est pas tellement comment est-ce qu'on fait tel truc, parce que là, il y aura en fait ce qui se passe, soit les communautés, soit les vidéos, soit des gens pour aider. C'est comment est-ce qu'on le fait bien pour que ça dure. Et ça, c'est l'objectif de nos formations. C'est justement d'essayer d'avoir un peu un coup d'avance et d'avoir en fait cette vision en se disant, on n'est plus juste sur le faire, on est sur le bien faire. Et ça, c'est quelque chose en fait qui doit aujourd'hui transparaître sur les formations de qualité et pas simplement juste l'effet waouh. Même si aujourd'hui, encore une fois, c'est pas encore l'explosion des outils no-code, même si j'y crois beaucoup. Donc cet effet waouh est important. Mais voilà, je considère qu'on a de l'avance et qu'aujourd'hui, on doit aussi se déplacer pour avoir cette avance-là et plus simplement être sur le faire, mais le bien faire qui dure. Ça me paraît être un super mot de la fin, ça. Exactement, tout était prévu. Hein. Tout était prévu. C'est un excellent point pour résumer. C'est ce qu'on a dit pendant pratiquement 1h30 là. Je trouve que c'est un bon mot de la fin. C'est une vision que j'aime beaucoup. Donc, c'est celle que tu as de l'écosystème. C'est une vision aussi. Tu parlais d'artisanal, mais enfin d'artisanat plutôt. Je trouve que c'est une vision à taille humaine que tu as. Tu penses pas comme une boîte qui viendrait de lever des fonds et qui pense que business. Toi, tu penses aussi au bien faire et ça, je trouve ça top. Il en existe plein des boîtes qui ou sous-traitent pour vraiment faire vite et parfois salement des sites web. Et tu as plutôt une approche de la bonne conception qu'on retrouve dans l'artisanat et qui me plaît beaucoup. Top, merci beaucoup. Donc ça, c'est cool. Je vous repartage un petit peu tes liens aussi. J'ai mis un petit peu... Alors, il y a du Uncode School qui est passé dans le chat. Il y a le lien LinkedIn. J'ai mis le lien de No Code Station aussi. Est-ce que tu voulais partager un autre lien peut-être ?
Bon, là, il y a déjà pas mal, il y a déjà pas mal de trucs, donc c'est cool. Si jamais Top. vous avez des questions, soit maintenant, soit ou dans tous les cas après, sur LinkedIn, je suis assez présent, donc n'hésitez pas. Et puis après, avec plaisir pour échanger hein, dans tous les cas. Donc voilà, je suis disponible. Merci. Trop bien. Merci en tout cas pour l'invitation, Théo. C'était hyper cool. Avec Ça grand permet plaisir. aussi de poser en fait un peu ce que c'est que la formation. Tu vois, on est vraiment tous les deux dedans, donc d'avoir des bonnes pratiques. Je pense que ça c'est hyper important. Et j'en profite de ce live aussi pour te féliciter vraiment pour ton taf parce qu'il y a quand même très Merci. peu de personnes en fait qui font ce que tu fais, ce que tu sais faire. Et encore une fois, et ça c'est quelque chose qu'on se disait aussi, être bon c'est une chose, être un bon formateur ou une bonne formatrice, c'est encore un autre sujet. Pour le coup, c'est pas parce que vous êtes expert sur quelque chose que vous serez forcément un bon formateur ou une bonne formatrice. Toi, je pense que tu as la capacité ou la qualité d'avoir les deux, mais c'est quand même assez rare. Donc, en tout cas, on pouvait le souligner. Ah bah je te remercie, ça me fait plaisir. Ah, ça me fait plaisir. Non, c'est plutôt des métiers de passion. La formation, c'est des métiers de passion. Si on n'est pas passionné quand on forme, ça sert à rien de former. Non. Ou le message sera mal transmis. Donc c'est quand même assez important. Si vous avez des questions, c'est la toute fin, avant qu'on appuie sur ce bouton rouge en haut à droite qui va nous offrir ce week-end. Super disponible Théo. On va ravi d'avoir pu t'aider, Fabien. Ravi d'avoir pu t'aider. Je vous fais un petit topo le temps que vous ayez des questions ou qu'on se dise au revoir pour la fin. La semaine prochaine, on va se retrouver avec Milan donc mercredi pour parler du futur de Webflow. Donc là, un peu plus précisément du futur des attentes qu'on a de Webflow pour 2023. On va essayer de faire un peu notre pronostic, notre grille de grattage pour 2023. On verra bien ce que ça donnera. Est-ce que les fonctionnalités qu'on attend sortiront? Est-ce que ce sera aussi bien que 2022? On va voir. Est-ce que la WebflowConf, les annonces de la WebflowConf vont être tenues? Ça, ce sera l'avenir qui nous le dira. Mais nous, on va essayer de faire nos pronostics mercredi. On va se voir. Alors, c'est mercredi ou jeudi? Mercredi, Non, c'est mercredi. Ouais, mercredi. Voilà, je me perds dans le planning. Et mardi, on sera avec Florian de Digidob, donc pour qu'il puisse nous parler de comment ils sont passés d'étudiants à agence no-code, comment ils se sont structurés, comment ils ont trouvé tous ces clients et comment ils ont décidé d'attaquer le milieu Webflow par la création de contenu. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour tous ceux qui souhaitent se lancer aussi dans la création de contenu et essayer de communiquer sur leurs expertises, etc. Il y a pas mal de choses intéressantes à en tirer mardi. Et puis, on se retrouve, comme d'habitude, le jeudi à 13h pour la partie cowork. Donc, c'est la FAQ en live. Vous venez poser toutes vos questions. Ça peut être du Webflow, du design, du freelance. On y répond, on débug les problématiques. Et puis, on discute aussi. Hier, on a parlé d'Avatar 2. Enfin, ouais, plein de sujets. C'est très cool comme moment. Et vous pouvez parler de vive voix. Donc, c'est top aussi. C'est un vrai échange. Et vendredi, ce sera le dernier événement de la semaine, puisqu'après, on partira pour Noël et pour les fêtes. Donc, vendredi à 15h, ce sera le dernier Cowork JS de l'année. Et Armand nous a concocté un petit cas pratique, une petite démonstration. Donc, ce sera aussi très intéressant. Il n'y a pas de replay sur les FAQ. Il n'y a pas de replay sur les sessions cowork parce que souvent, il y a des projets qui sont en cours et donc on essaie d'éviter d'avoir des traces en amont, etc. Donc, pour tous ceux qui ont des projets clients potentiellement et qui souhaitent avoir un peu d'aide, c'est aussi un moment un peu sympa pour en parler au-delà du Slack. Donc, pas de replay sur les FAQ. Mais par contre, tout le reste, un replay. Si vous êtes arrivé en cours de cette session, le replay sera disponible, je l'espère, ce soir sur YouTube. Sinon, ce sera demain matin ou lundi matin. En tous les cas, ce sera disponible. Et ce sera disponible sur le Slack, sur YouTube, partout. Bref. Top. Si vous voulez contacter Milan, pardon. Oula, va falloir que je. Tiens, regarde le début du live. Il est temps que je parte. Non. C'est parce que j'ai lu ton nom en bas sur ta vignette. Je me trouve des excuses. Si vous voulez retrouver Milan sur les réseaux, donc vous avez le lien LinkedIn, vous avez sur Twitter, où il est présent sur le Slack de NoCode France, le Slack d'Init aussi, j'ai vu depuis peu. Yes. Donc n'hésitez pas. Je vois que ça fait rire Fabien.
Top. Merci, Milan. Ouais, merci beaucoup Théo. À très bientôt. Tout simplement à mercredi prochain pour le futur de Webflow. Et puis merci à tous ceux qui sont restés. Écoutez ça. C'était top. Et à très bientôt. À très bientôt tout le monde. Bon week-end. Ciao, À ciao. plus. Ciao, bye. Salut.